Dans cette émission, on vous révèle tous les secrets d'une prépa semi-marathon parfaitement orchestrée pour, pourquoi pas, battre votre record sur cette distance mythique. C'est parti. Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un coureur, l'émission de toutes celles et ceux qui aiment courir. Trail, route, piste ou encore triathlon, chaque lundi, venez améliorer vos connaissances sur l'entraînement, l'alimentation et la préparation mentale du coureur tout en vous amusant. Bonne écoute! Soyez les bienvenus sur le podcast Dans la tête d'un coureur et aujourd'hui nous vous proposons un épisode spécial enregistré depuis la toute nouvelle boutique Iron à Boulogne-Billancourt à l'occasion justement de la 25e édition du semi-marathon de Boulogne. L'un des semis réputés pour être les plus rapides de France et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui nous allons vous donner toutes les clés pour réussir une prépa semi dans les meilleures conditions pour pourquoi pas battre votre record. Alors restez bien avec nous jusqu'au bout. Et pour nous aider à nous perfectionner dans nos entraînements, j'ai le plaisir d'accueillir Tristan Pavlak, entraîneur et cofondateur de Campus Coach. Tristan, c'est un plaisir de te recevoir ici dans cette très belle boutique d'Iron à Boulogne-Billancourt. Comment est-ce que tu vas ? Ça va très bien Guillaume, aujourd'hui on est bien entouré, en plus on est venu en équipe, j'apprécie. Justement, on ne pouvait pas parler d'entraînement, de séance au seuil sans accueillir une finisheuse et un finisher du semi-marathon de Boulogne. On va mettre les athlètes à l'honneur. Et justement, j'ai le plaisir d'avoir face à moi Juliette Coudray avec un profil un peu atypique puisque ancienne triathlète émérite et aujourd'hui, voilà, tu te reconvertis un petit peu sur route et tu vas nous parler de tout ça. Comment est-ce que ça va, Juliette ? Toi, tu as couru, tu as fini il n'y a même pas quelques dizaines de minutes ton semi-marathon. Est-ce que tu as bien récupéré déjà ? Bonjour à toutes et à tous. Oui, écoute, Guillaume, ça va très bien. Ravi d'être avec vous aujourd'hui dans cette belle boutique Iron. Écoute, un peu fatiguée, mais très contente d'avoir fini dans un beau chrono et voilà, ravi d'avoir pu courir cette belle 25e édition. Bon, tu vas nous dire justement si tu as battu ton record. Et juste à ma gauche, j'ai le plaisir d'avoir Pierre Xolin, athlète élite du semi-marathon de Boulogne. Comment ça va, Pierre ? Est-ce que tu n'as pas trop mal aux jambes, toi ? Écoute Guillaume, ça va mieux qu'il y a une heure du coup, mais ça va, les quadris ont un petit peu souffert, mais on récupère tranquillement. Alors, je l'ai dit en introduction, le semi-marathon de Boulogne, c'est vrai que c'est l'un des semis qui est réputé pour être le plus rapide de France. Mais bon, il y a quand même pas tout le monde est d'accord sur ça, hein, et c'est vrai que c'est pas si simple que ça de trouver un semi rapide. Comment est-ce que vous l'avez trouvé ce parcours, Pierre ? Écoute, moi je pense que les 10 premiers kilomètres c'est assez roulant, on peut vraiment se lancer de bonne façon. Après c'est vrai qu'il y a une côte au 12e, un fond plat déjà au 12e et puis après une côte au 13e qui t'oblige à vraiment un peu à baisser l'allure et du coup tu arrives un petit peu dans une zone d'inconfort clairement, mais après tu peux finir fort parce que les 5 derniers kilomètres sont plutôt profil descendant. Et au niveau des conditions météo, alors c'est pas simple aussi de trouver un semi avec de bonnes conditions. On sait que souvent sur le semi de Paris que tu connais bien, Juliette, on se tape souvent la pluie, on va pas se mentir. Là, malheureusement, je crois qu'aujourd'hui les conditions elles n'étaient pas optimum. Quoique, voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire ? Est-ce qu'il a fait C'est vrai qu'on avait un petit peu peur en observant la météo hier soir, pour être très honnête. Puis au final, on est quand même passé entre les gouttes. Ça a été, on a eu une température d'environ 6-7 degrés maximum. Plutôt pas mal pour la course de fond, finalement. Performé, tout à fait. Donc non, c'était plutôt bien. C'est vrai que souvent les coureurs, alors on est un peu tous comme ça, la veille d'une course, qu'est-ce qu'on fait ? On va sur, sur les sites météo pour voir la météo. Il pleut, il y a du vent, ça nous stresse. Mais finalement, la pluie, je trouve que ça, évidemment, quand c'est pas une averse, mais ça gêne pas tant que ça. Parce que même si on l'a au début, finalement, au bout de quelques dizaines de minutes de course, on l'oublie presque. Je sais pas vous, c'est ce qui s'est passé. Mais la pluie, c'est pas si gênant que ça. C'est plutôt le vent qui peut poser problème. Ouais, je suis totalement d'accord. Surtout à Boulogne, où il y a quand même des grandes avenues, des grandes lignes droites. Donc du coup, le vent, c'est plus handicapant que la pluie. Après, la pluie, il faut être bien chaussé parce que c'est vrai que ça peut vite être glissant. Mais en tout cas, le vent, c'est quand même plus handicapant. En tout cas, une course 10 000 coureurs quand même au départ. Moi, j'étais surpris. Sur une course, ça fait plaisir parce que je crois qu'ils ont réatteint aussi les niveaux d'avant-crise de la Covid. Je sais que le Semi de Paris aussi, ils ont battu des records. Donc, la course sur route est en train de renouer avec les grosses fréquentations du passé. Alors, est-ce que record à la clé, Juliette ?
Oui, tout à fait. Écoute, déjà, je fais une petite dédicace spéciale aux organisateurs que je connais bien, Run for You et Playground, et ils étaient ravis de faire à nouveau leur record d'inscription sur cette épreuve. Et pour ma part, record également, puisque 1h26,07, donc record battu de 5 minutes par rapport au semi Ah ouais, de Valence. t'avais une belle marge. Ouais, j'avais une belle marge. Après, voilà, j'étais pas trop gourmande sur le chrono. J'y suis allée vraiment pour me faire plaisir en prenant mon temps et puis en faisant un beau négatif split, donc je suis ravie. Ah, négatif. Tu peux nous rappeler ce qu'est un négatif split, justement, Tristan? Parce qu'on entend beaucoup de choses sur ça. Il paraît que c'est un peu la bonne stratégie pour courir. Bon, je sais que dans la réalité, c'est quand même pas une stratégie qui est simple pour tout le monde. C'est pas une stratégie facile à mettre en place, c'est toujours un peu celle que les athlètes visent, essayent d'appliquer. Souvent, ils n'y arrivent pas, mais en partant un tout petit peu trop vite, ça serait, si on devait le définir, faire les 10 km et demi, enfin les premiers 10 km et demi plus lentement que les derniers 10 km et demi. Après, ça dépend du parcours. Tu l'as dit, dans la deuxième partie, il y a pas mal de faux plats, de côtes, etc. Donc c'est peut-être ça qui peut jouer. Mais ce qu'on peut retenir de cette stratégie, en tout cas, c'est que le jour où on arrive à l'appliquer, c'est souvent là où les courses passent le mieux, où on en garde une bonne image, où on se dit à la fin, j'aurais pu faire peut-être un tout petit peu mieux, j'avais des bonnes sensations. Et parce qu'il y a des courses où, là, sur semi, au 15, 16, 17e, on commence à craquer et souvent, ça finit, c'est une purge, quoi. Bah, dans la grande majorité des cas, on va pas se mentir. Hein, c'est quand même assez. Enfin, il faut être très bien entraîné. Soit tu pars très prudemment dans ces cas-là. Bon, mais si vraiment tu veux suivre ça, c'est quand même réservé à des athlètes qui sont assez préparés. Ouais, sur semi et sur marathon en général, les athlètes amateurs, donc là 1h04, 1h26, on n'est plus trop ça, mais sur des chronos un peu plus hauts. Souvent, c'est des gens là qui sont très très précautionneux sur les premiers kilomètres et qui vont partir vraiment tranquille. Et le negative split est très très grand. Il y a beaucoup de différence entre les deux. Là, en général, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de regarder, mais à ton niveau, c'est quelques secondes qui vont séparer les deux parties. Ouais, tout à fait. Après, à Boulogne, c'est vrai que c'est difficile de faire un negative split, étant donné que la première partie est quand même beaucoup plus roulante. Mais quand on étudie les parcours, souvent on peut se dire qu'effectivement, si on est bien, je pense à la corrida de Houille, où il y a 3 boucles avec 2 descentes sur les 2 dernières boucles. Du coup, on peut envisager un negative split là-bas. Et c'est vrai que en tant qu'athlète, c'est grisant parce qu'on sent que les bonnes sensations sont là et on rattrape du monde. On est dans une bonne dynamique. Donc c'est vrai que cette stratégie de course, elle devrait être plus reconnue, enseignée. J'en profite pour saluer toutes celles et ceux qui nous suivent sur Twitch. Dites-nous d'ailleurs dans les commentaires si vous aussi vous êtes plutôt négatif, positif split. Alors moi c'est une stratégie que je conseille aussi quand on est un petit peu moins bien préparé. Évidemment, forcément, c'est de partir un peu plus doucement parce que généralement là, quand on est bien, on veut prendre un petit peu de risque. On va revenir sur vos parcours. Pierre, je me tourne vers toi. Parcours assez prestigieux, on va dire, vu que tu as quand même... Là, tu peux nous rappeler ton temps sur semi-marathon aujourd'hui? J'ai fait 1h04,31 officiellement. 1h04,31 et puis du coup, toi, plutôt tu as commencé sur piste, je crois, sur cross-country? Alors, moi, j'ai même commencé en course en montagne. Quand j'étais cadet, j'ai fait des sélections en équipe de France en course en montagne. Et après, j'étais aussi un crossman et un athlète sur piste, mais avec des références modestes. Et j'ai essayé, sur les conseils des personnes, on va dire, plus âgées, plus expérimentées, de descendre mes records sur la piste, sur la route, pour pouvoir après progresser, tout simplement. Ah, sur course en montagne, c'est vrai que j'avais pas forcément cette information-là. D'ailleurs, on nous pose souvent la question, est-ce que tu sais quelle est la différence entre le trail et la course en montagne? Est-ce que tu peux l'expliquer à nos auditeurs? Parce que ça, c'est une question qu'on reçoit souvent. Je sais pas si vous savez, vous d'ailleurs. Moi, je crois que je sais, mais je laisse Pierre l'expérimenter. Voilà. C'est pas évident, mais c'est vrai que le trail, c'est surtout des distances plus longues. La course en montagne, ça va être des formats, on va dire, beaucoup plus nerveux, sur 10-15 km maximum, et avec un fort dénivelé. Après, la course en montagne, il y a plusieurs profils. Soit c'est une montée sèche, soit il y a montée-descente. Mais le trail, on va être sur des enchaînements de montée-descente et surtout sur des distances beaucoup plus longues. Et il n'y a pas aussi une notion d'altitude, je crois? Il faut qu'il y ait un minimum d'altitude pour la course en montagne. Je suis pas sûr, c'est vraiment, je pose la question. En fait, la course en montagne, il y a 2 types de courses, avec le départ et l'arrivée au même endroit. Donc, et il y a des départs et arrivées avec un certain écart de dénivelé entre les deux. Donc c'est 2 profils très différents. Bon, du coup, c'est hyper intéressant ton profil. Et puis, pourquoi pas, peut-être un jour, tu te réessayeras sur trail, ou c'est quelque chose qui t'intéresse? Tu as fait un peu le tour et ça y est, maintenant, tu veux te consacrer à la route? Non, tant que mes chronos peuvent descendre sur la route, et je sais que j'ai une marge de progression encore parce que j'ai que 25 ans et j'ai pas encore fait tout le tour de toutes les distances. Mais après, pourquoi pas revenir sur le trail
Peut-être si j'ai des problèmes d'articulation plus tard ou des choses comme ça. 160 km pour les problèmes d'articulation. Oui, c'est ça fait un peu long quand même. Mais justement, c'est un parcours pas atypique, mais souvent, chez les coureurs, on voit à l'inverse. Ils commencent par un peu de route et ils finissent par le trail. C'est marrant de voir que Cadet, c'était 15-16 ans, quelque chose comme ça, donc il y a 10 ans. Donc ça fait déjà 10 ans que tu cours. Comment ça se fait que tu as fait la bascule inverse? Est-ce qu'avant, tu n'habitais pas en région parisienne et tu es venu en région parisienne, ce qui t'a fait passer sur route? Exactement, en fait, moi je suis originaire des Vosges, donc dans les Vosges, j'avais le terrain de jeu qui se prêtait bien aussi à la course en montagne. Pour être honnête, on avait aussi ciblé les sélections avec mon entraîneur à l'époque parce qu'on savait que c'était aussi plus abordable que la route ou la piste. Et en fait, petit à petit, j'ai commencé à descendre mes références chronométriques aussi sur la route et je me suis dit c'est intéressant aussi de voir jusqu'où tu peux aller en tant qu'athlète parce que c'est vrai qu'en course en montagne, tu n'as pas de référence chronométrique, c'est toi contre les autres, alors que sur la route, au moins tu vois vraiment ta progression de façon claire. Ouais, c'est vrai, surtout quand on est jeune, c'est toujours stimulant de voir qu'on progresse, que les chronos ils descendent et tout. Et c'est vrai que sur trail, c'est quelque chose qui peut. Après, c'est un peu comme sur cross, ça va être la position, ça va être comment tu te situes par rapport au peloton. Mais c'est vrai que c'est encourageant. On va revenir tout à l'heure sur ton parcours parce que j'ai aussi envie que tu nous parles. Je crois que tu as fait une petite formation aux États-Unis pendant un an, donc tu nous expliques aussi un petit peu comment ça se passe là-bas. Juliette, je me tourne vers toi maintenant parce que toi, tu viens plutôt du. Alors, ça va faire plaisir à Tristan parce que tu viens du triathlon. Est-ce que tu pratiques encore d'ailleurs un peu le triathlon? Je rappelle, je crois que tu as gagné le triathlon de Paris notamment. Mais plutôt un parcours du côté triathlon. Et là, tu te consacres plus qu'à la course sur route ou tu fais encore un peu de natation et de vélo? Alors c'est tout à fait ça, vraiment triathlète de base à partir de mes 16 ans. Donc j'ai fait beaucoup de triathlons, j'ai traîné ma bosse comme on dit à travers les triathlons de France et de Navarre et un petit peu à l'étranger. J'ai un petit peu ralenti l'entraînement parce que c'est vrai que l'entraînement triathlon est assez chronophage, hein. Tristan, je pense que tu es d'accord avec moi. Quand on cherche à être performant en tout cas, oui. Tout à fait. Donc dès que j'ai commencé à travailler un peu plus sérieusement dans l'événementiel sportif, j'avais un petit peu moins de temps et moins d'envie et d'énergie aussi à m'entraîner, tôt le matin, tard le soir. Du coup, j'ai un petit peu ralenti l'entraînement et donc les résultats s'en sont un petit peu ressentis. J'ai gagné, oui, en effet, Guillaume, le tri de Paris 3 fois, le tri de Deauville 3 fois. J'ai fait 5 années de D1 en triathlon, duathlon. Et j'ai quelques belles expériences sur Half Ironman, notamment en championnat du monde à l'étranger. Donc voilà, j'ai fait un petit peu le tour des distances triathlétiques, sauf Ironman, peut-être qu'un jour. Ah. Mais donc oui, en effet, maintenant je me consacre surtout à la route parce que je reprends beaucoup de plaisir à courir. C'est moins chronophage et puis en termes d'investissement, rapport temps, bien-être et performance, je trouve que c'est l'idéal. C'est vrai. Et du coup, tu as conservé un peu de vélo ou de natation ou là maintenant tu te dédies à 100% sur la route? Je me dédie vraiment à la route. Après, j'aime toujours autant rouler. Donc, dès qu'il fait un petit peu beau, dès que j'ai un groupe de copains pour aller rouler en chevreuse, je dis pas non. Mais c'est vrai que la natation, j'ai un petit peu laissé les bassins pendant le Covid. J'avoue que là, je suis un petit peu moins motivée. Là, pour ceux qui font pas de triathlon et qui font exclusivement de la course à pied, tu as fait beaucoup de ce qu'on appelle le triathlon olympique, courte distance, qui ça. Tu devais te rapprocher en termes de durée des 2 heures, je pense. Oui, c'est tout à fait ça, ouais. Et le format, ça finit par un 10 km de course à pied. Justement, là, sur ton semi-marathon 1h26, tu restes à peu près dans les mêmes chronos, les mêmes durées. Est-ce que tu as voulu t'essayer sur un 10 km à sec après toutes les courses de D1 que tu as fait, voir un peu ce que tu valais? Alors oui, j'ai fait le 10 km des quais de Bordeaux il y a 3 semaines. J'ai fait 39,45. Alors c'est loin de mon meilleur chrono de l'époque, hein, parce que moi, voilà, contrairement à Pierre, j'ai plus 25 ans. J'en ai 32, voilà, je vous dis tout. Mais c'est vrai que voilà, progressivement, j'ai envie de retrouver mes bons chronos de l'époque qui sont autour des 37,15 sur 10 bornes sur route. Donc voilà, je ne sais pas si j'y arriverai, mais en tout cas, l'objectif. Les sensations entre les deux ne sont pas les mêmes, entre triathlon et à sec? Ah, c'est pas du tout pareil et c'est vrai que sur triathlon j'avais toujours tendance à partir un peu au taquet, surtout en Grand Prix on part comme des débiles, faut le dire, c'est un peu le jeu, hein. Après il n'y a que 5 km sur un Grand Prix de triathlon ou duathlon d'ailleurs, et c'est vrai que là je prends un malin plaisir à essayer de faire des negative splits, c'est vraiment plus grisant comme l'expliquait Pierre, et en termes de bien-être et de bien-être de la performance, c'est vraiment agréable. Alors dans quelques instants, on va décortiquer vraiment la prépa semi, on va poser pas mal de questions aussi à Tristan pour savoir quelle stratégie adopter et puis les spécificités aussi de cette course parce qu'on a plein de choses à dire sur ce format. Mais Pierre, avant ça, moi j'aimerais bien qu'on parle un peu de ton expérience aux États-Unis parce que de plus en plus de jeunes coureurs notamment vont aux États-Unis pour en phase d'apprentissage. Alors c'est vrai qu'il y a des systèmes de bourse, que ça te permet aussi d'aller dans un pays anglo-saxon, donc voilà, c'est quelque chose qui est de plus en plus populaire. On peut citer l'USPL par exemple, il y a plein d'athlètes même
encore en ce moment qui sont là-bas. Toi, qui connais un peu les deux méthodes d'entraînement, comment ça s'est passé cette expérience outre-Atlantique? Est-ce que tu as senti des différences de philosophie peut-être en matière d'entraînement, de bornage ou est-ce que c'est assez pareil? Qu'est-ce que tu nous en dis? Non, je pense que aux États-Unis, ils réfléchissent beaucoup moins en fait. C'est sur la façon de s'entraîner, c'est vraiment le volume. Nous en France, on va essayer d'adapter à l'athlète, alors qu'aux États-Unis, c'est une méthode, c'est le volume, et en fait, c'est le groupe s'adapte à la méthode du coach, alors qu'en France, je dirais que c'est un peu plus individualisé. Donc en fait, ce qui est un peu problématique là-bas, c'est que quand on peut assumer une charge de travail, ça passe, mais il y a beaucoup aussi d'athlètes qui se sont entre guillemets cassés parce que ils pouvaient pas assumer 160 bornes par semaine et ils étaient tout le temps blessés, quoi. Bah ça, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi en Éthiopie, au Kenya. En fait, c'est des grands groupes d'athlètes. Toi, tu viens, t'intègres ce groupe-là, tu suis la préparation. Il n'y a pas vraiment de programme individualisé, c'est plutôt le programme d'un groupe. Et puis, finalement, on compte les survivants après. Hein. C'est la sélection naturelle, entre guillemets. Et ceux qui restent, ça fait des très grands champions. C'est vrai que c'est pas inintéressant comme stratégie parce qu'on va pas se mentir, les Américains ou les Éthiopiens, Kenyans, il y a quand même de très très grands champions là-bas. Mais d'un point de vue humain, ça peut faire des dégâts. Toi, je sais pas ce que tu en penses. Et puis, du coup, il y a certaines personnes qui peut-être auraient pu ça ne leur convient pas ce type de méthode. Et du coup, ils vont gâcher un peu leur potentiel. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Tristan, avec ton regard entraîneur? Ouais, ça peut se comprendre, mais c'est pas, comme tu dis, on fait pas trop ça en France. Mais quand on a accès à un gros pool d'athlètes, c'est qu'on a une méthode qui fonctionne sur certains. On sait que si on l'applique dans son extrême, il va peut-être en rester que 1 ou 2%, mais les 1 ou 2% seront extrêmement performants. Donc c'est une vision de l'entraînement où on pourrait se dire je maîtrise ça vraiment à 100%, et hélas on va en perdre beaucoup en chemin. Peut-être qu'ils auraient pu performer autrement, mais tant pis pour eux, parce qu'on sait que les 1 ou 2% à qui ça va, eux seront en haut. Donc c'est une méthode comme une autre. C'est vrai que nous on essaie d'un peu plus individualiser. Peut-être parfois un peu trop, peut-être, on pourrait le dire. Mais voilà, c'est deux stratégies vraiment différentes où peut-être que certains sont cassés alors qu'ils auraient pu très bien performer autrement. Mais c'est vrai qu'en France, on a la culture complètement inverse. Nous, c'est un peu l'individualisation à outrance. Et justement, je trouve que ça a aussi ses mauvais côtés parce que tu n'as pas dans cette dynamique, tu vois, de groupe il n'y a pas de grands groupes d'entraînement. Tu as quelques groupes où tu vas retrouver 5-6 coureurs, mais pas plus. Tu n'as pas des vingtaines, trentaines, quarantaines de coureurs qui vont s'entraîner comme on peut voir dans les pays africains ou outre-Atlantique. Ou même en Angleterre, tu as beaucoup ça aussi. On va retrouver ça. D'ailleurs, une spécificité aussi outre-Atlantique, c'est que il y a le sport universitaire. Alors, il n'y a pas de club licencié FFA, c'est-à-dire que les fédérations sont déléguées c'est un peu l'UNSS. Donc, si vous voulez faire du sport, vous allez devoir forcément passer par le sport universitaire. Et du coup, ce qui est bien, c'est que alors là, pour le coup, le sport universitaire, c'est quelque chose de gigantesque. Il y a beaucoup de moyens, il y a des sponsors. C'est vraiment, on le voit des fois un petit peu à la télé avec le basket ou ce genre de sport. Mais par contre, là où c'est cruel, c'est qu'il y a pas mal d'athlètes qui ont des bourses. Et si tu te blesses, potentiellement, tu peux aussi foirer voilà, c'est quand même une notion qui est, alors c'est à l'américaine, hein, Ça passe ou ça casse. Ça passe ou ça casse, quoi. Mais ça peut, un athlète français qui va aux États-Unis pour préparer son diplôme, il se blesse, et potentiellement il peut perdre sa bourse, et non seulement sa carrière c'est dur, il doit rentrer en France, il peut plus payer ses études et il peut potentiellement foirer. Donc c'est quand même un choix qu'il faut être prudent. Toi, je sais pas si tu l'as vu, si tu nous racontais un petit peu tout ça, mais c'est un système qui peut être assez cruel, on va dire, parce qu'en fait, comme tu le soulignais, en France, on a la FFA qui organise des courses, donc il y a des circuits de meetings, de courses sur route, etc. Alors qu'aux États-Unis, en dehors de la NCAA, qui est l'organisme qui fait toutes les compétitions universitaires, il y a rien. Donc c'est-à-dire qu'une fois que tu as fini ta carrière universitaire, soit tu passes pro, soit après tu n'as plus de courses en fait. Enfin, c'est des courses un petit peu lambda auxquelles tu peux participer. Mais sinon en fait, la majorité des athlètes de très bon niveau là-bas, s'ils n'ont pas l'opportunité de passer professionnel au sein d'une marque, ils arrêtent leur carrière. Et moi j'ai connu pas mal de coureurs là-bas qui couraient 14-30 sur 5000. Et en fait à 23 ans ils avaient fini leurs études et ils ont arrêté totalement la course à pied parce qu'ils ne pouvaient plus faire de courses de bon niveau en fait. Ouais, c'est pas si évident que ça. Juliette, toi, maintenant tu as connu quand même le haut niveau. Aujourd'hui, tu pratiques la course à pied en tant qu'amateur. Tu as un travail aussi à côté. Là, justement, pour préparer le semi-marathon, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que tu arrives bien à conjuguer vie pro, vie perso avec les entraînements? Parce que ça aussi, je pense que autour de la table, on est tous un peu comme ça. Nos auditeurs, ceux qui nous suivent sur Twitch, ils sont certainement aussi un peu comme ça. Il faut
c'est un arbitrage à faire. Toi, comment est-ce que ça s'est passé cette prépa et comment est-ce que tu arrives à t'organiser ? Bah écoute, c'est ça, c'est s'organiser, le maître mot, hein, tout simplement. C'est vrai que voilà, avec mon passif d'entraînement triathlon, pour moi, m'entraîner juste en course à pied, on va dire que c'est léger presque, parce que courir 4-5 fois semaine, c'était à peu près mon volume d'entraînement là par semaine. Bah c'est assez agréable, ça passe assez bien le matin, le soir. Après, j'ai 2 jours de télétravail, donc j'aime bien aller courir le midi dans ces cas-là. Ouais, le week-end pour les sorties longues, évidemment. Les petites réunions TRC aussi pour faire des sorties longues dans le bois de Boulogne sont très bien passées. Voilà, c'est vrai que moi j'ai eu l'habitude de beaucoup m'entraîner à une période, environ 20 heures par semaine, quand j'étais à mon meilleur niveau en triathlon. Donc au final, l'entraînement de course à pied me paraît vraiment accessible, malgré un travail, oui, d'une 50aine d'heures par semaine. Ouais, c'est pas 50 heures par semaine, ça commence déjà à piquer, puis tu génères aussi la fatigue, donc il y a aussi toutes les questions autour de la récupération. D'ailleurs, c'est souvent ça qui pose problème, c'est plutôt la récup, parce que voilà, c'est quand même à un certain niveau, c'est quand même hyper stratégique. Toi, Pierre, c'est pareil. Tu es consultant, je crois, dans une grande entreprise. Je suis auditeur. Auditeur dans une grande entreprise à la Défense. J'imagine que tu as vu en avant-après aussi par rapport à ta période d'étudiant. Oui, tout à fait. Mais après, comme le dit Juliette assez justement, moi, je trouve que la course à pied, c'est génial pour ça. C'est que même quand tu t'entraînes beaucoup, moi je fais 110-115 km par semaine, c'est 8 heures, 9 heures maximum d'entraînement. Donc caler 8 heures, 9 heures d'entraînement par semaine, quand tu arrives à t'organiser, à anticiper, moi je pense que la clé c'est l'anticipation. Ça passe toujours. On a le matin, le midi, le soir, on arrive toujours à trouver 1 heure par jour pour courir. Ouais, après, il faut pas d'imprévu. Si tu as des rendez-vous qui se calent à la dernière minute et tout, ça peut être un peu embêtant. C'est sûr que toi, sur Ironman, on est plus autour des fois 25-30 heures d'entraînement. Ouais, c'est notre organisation là. Même sur courte distance, les triathlètes ont un très très gros volume et là, pour s'organiser, le problème c'est que c'est pas 1 heure par jour qu'il faut trouver. Mais même les cyclistes, parce que c'est marrant, t'entends des cyclistes aussi. Moi, je connais des cyclistes qui viennent, qui ont fait des sélections d'équipe de France de cyclisme et tout, et qui sont passés sur marathon, et ils ont l'impression qu'il y a très peu d'entraînement pour eux. Donc du coup, tu vois, c'est une échelle. C'est vrai que quand t'es coureur et tout, tu dis, quand même, je passe beaucoup de temps à m'entraîner, mais en fait, c'est vraiment une question d'échelle et de vision, parce que ils avaient 5-6 heures de vélo, ils faisaient que ça. Alors pour eux, quand ils arrivent sur marathon, du coup, ils ont l'impression que c'est à la cool, quoi. Ouais, après, pour autant, c'est vrai que même avec le travail à côté, comme on dit, le stress, c'est du stress. Donc, malgré le fait qu'en s'entraînant 10 heures par semaine en course à pied, tu peux atteindre un excellent niveau, c'est pas parce que tu t'entraînes peu que tu peux faire aussi beaucoup de choses à côté. Tu vois, les meilleurs mondiaux, leur récupération, ils y prêtent vraiment une attention très particulière. Et justement, s'ils ont beaucoup de temps en dehors de l'entraînement, c'est beaucoup de temps qui passent quand même à faire quelque chose pour essayer d'aller mieux, pour pouvoir s'entraîner soit un peu plus fort, soit un tout petit peu plus. Donc, bon, écoutez, je vous propose, on va rentrer un peu plus dans les détails de la préparation semi-marathon. Mais avant ça, ce que je vous propose de faire, si vous êtes d'accord, c'est de jouer un petit jeu, un petit quiz pour faire gagner un ou une de nos auditeurs. Est-ce que vous êtes prêts à jouer ? Vous n'êtes pas trop fatigué avec la course ? Est-ce que vous êtes prêts à jouer, tester un peu vos connaissances sur le running ? Un avantage concurrentiel, j'ai pas couru ce matin. C'est vrai. On risque d'être un peu lactique, mais ça devrait faire. Bon, écoutez, c'est parti pour le jeu du quiz. Jingle. Alors, on a invité nos auditeurs et auditrices sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram à jouer avec nous. À gagner, c'est une paire de Adios Pro. Alors, c'est une paire quand même de compétition à 250 €. Donc, on vous gâte. Là, il y avait quand même un enjeu. Donc, vous avez été nombreux à participer. Merci d'ailleurs infiniment à Lauriane qui a dû découper tous les papiers pour le tirage au sort. Les règles, c'est très simple. Vous allez jouer pour un de nos auditeurs ou une de nos auditrices en tirant au hasard un nom parmi eux. Je vais vous poser des questions de culture générale et le premier qui donne la bonne réponse, il marquera un point pour cet auditeur et à la fin, on comptera qui a gagné. Vous inquiétez pas, c'est des questions qui sont tous en rapport avec la course à pied. Et si personne ne trouve la bonne réponse, ça sera celui qui est le plus proche. Allez, on va commencer par Juliette. Je te laisse tirer. Dis-nous pour qui tu vas jouer dans le micro. Pour Xavito. Xavito. Tristan. Qui sera mon champion. Audrey Labella. Audrey Labella. My turn to run. My Turn to Run. Celles et ceux qui nous suivent sur Twitch, n'hésitez pas à jouer vous aussi dans le chat si vous avez la bonne réponse. Il y aura peut-être quelque chose à gagner pour vous aussi, on ne vous oublie pas. Alors, Pierre, je vais essayer de tourner mon
pour triche pas, pour Pierre. pas que tu puisses. J'ai écrit en tout petit, donc normalement tu ne dois pas voir. Attention, il y a les caméras. Hein, si tu jettes un œil, voilà. Mais bon, on va essayer de s'organiser. Mais je suis sûr que c'est voilà, tu es quelqu'un de très très éthique dans les jeux. J'ai pas de doute sur ça. Les règles de Coubertin. Ah, exactement. Première question. Je rappelle, le premier qui a donné la bonne réponse gagne un premier point. 2 heures. Première question. Qui détient le record de France masculin du semi-marathon? Record de France masculin du semi-marathon. Qui le détient? C'est à vous. Dites-nous dans le chat si vous avez la bonne réponse. C'est Julien Vanders. Julien Vanders. Bonne réponse pour Pierre. Effectivement, c'est Julien. Franco-suisse, mais. Ouais, franco-suisse, mais J'ai quand hésité même. pour ça. Je me suis dit, Mais ça moi se aussi. trouve, ça compte Ouais, pas. pareil. mais il y a eu un petit Pareil. débat, souvenez-vous, pendant le marathon, on disait ouais, du coup il est franco-suisse, mais bon voilà, tiens, il a la double nationalité, donc il représente bien la France, et c'est bien Julien Vanders, 59 13. minutes et 13 secondes, une performance qu'il avait réalisée sur le semi-marathon en Arabie Saoudite, je crois, en 2020. C'est vrai que sa saison 2019-2020, elle avait été incroyable de Julien Vanders. On a hâte d'ailleurs de le revoir sur marathon, parce que je pense qu'il y a encore des choses à dire. Deuxième question. Quel est le record de vitesse en course à pied en kilomètre-heure jamais enregistré depuis voilà l'athlète qui a été le flashé le plus rapide je pense Vitesse qu'on a de pointe. en vitesse de pointe, je pense qu'on a une petite idée de qui est l'athlète le plus rapide du monde, mais à votre avis, à combien il a été flashé? Moi, je dirais Usain Bolt, du coup, 43 km/h. 55. 55. J'allais dire 47. Eh bien, deuxième point pour Pierre, puisque c'est Aïe, aïe, aïe. évidemment c'est bien Usain Bolt qui a gagné. C'était pendant son record du monde d'ailleurs, je crois, sur 100 mètres, où il avait fait 9,69 et il a été flashé à 44 km/h. Paraît-il que pour l'anecdote, il y a Kylian Mbappé qui a été flashé à 38 km/h. Alors c'est pas un départ arrêté, hein, c'est un départ lancé, donc aussi ça il faut prendre en compte. Mais c'est vrai que c'est impressionnant parce que je me demande sur un 100 plat ce que ça aurait pu donner athlète hors norme. Donc on voit quand même qu'il n'y a pas non plus une très grande différence. Mais 44 km/h, c'est la vitesse la plus rapide jamais enregistrée par un homme. Combien de kilomètres a parcouru l'homme qui a fait la course la plus longue sans s'arrêter? À votre avis, combien de non. kilomètres Aïe, aïe, la aïe. course la plus Ça va longue? ça va être débile. Allez, là, il faut dire au hasard. À moins que voilà, vous avez vraiment une culture générale incroyable, mais encore une fois, ce sera celui qui... Tristan, qu'est-ce que tu en penses? s'arrêter. Sans s'arrêter, la course la plus longue en kilomètres. Ça va être bête. Sans dormir, sans s'arrêter. Ouais, j'imagine. C'est une performance incroyable. Hein. Il a eu le droit de manger quand même. Il a eu le droit de manger, ouais. Allez, 1000 bornes. 1000 bornes, ouais, t'es chaud toi quand même. Non. Hein. C'est Moi, je dirais 650. 650, Allez, 500 bornes. 500 Un bornes. grand homme a dit l'humain n'a pas de limite. Eh bien, c'est l'ultra-trailer américain Dem Kamzen qui a parcouru en Caroline du Nord. Il a fait une course de 80 heures et 44 minutes et il a parcouru 560 km. Donc je crois que tu avais dit 500 bornes. 500 bornes et toi 650. 650, ouais, donc c'est À la encore. Ouais, donc il est imbattable, hein, 500, Pierre. aïe, aïe, aïe. C'est le champion là. Là, ça va être dur. Hein. On se fait étrier là. Ouais, là, les gars, il va falloir se ressaisir. Hein. Désolé Xavito. My Tanto Il y a quand même One une paire à qui est 250 € à gagner. Hein, qui est là. très heureux chez lui. Allez, quelle est la VMA d'Eliud Kipchoge à votre avis? La VMA d'Eliud Kipchoge. Juliette, qu'est-ce que t'en penses? Sa VMA, Aïe, aïe, aïe. c'est en kilomètres-heure. Oui, merci. Sur le chat, hein, dites-nous si vous avez une idée aussi. 24. 24 km/h, Ouais, j'aurais dit 24.2. 24.2. Allez, 23,8. Eh bien, c'est Tristan qui marque un point puisque c'est 24,3 km/h. On aurait pu parler aussi de VO2 max. J'ai hésité à donner les chiffres. D'ailleurs, je ne sais pas si vous savez, mais le record en matière de VO2 max, elle n'est pas détenue par un coureur à pied. C'est un cycliste norvégien, Oscar Swidsen, qui a une VO2 max estimée à 97,5. Et chez les femmes, c'est une marathonienne, Johanne Benoît. Johanne Benoît, un marathonienne qui avait gagné, pour la petite histoire, c'est la première marathonienne qui a gagné le premier marathon féminin de 1984 quand le marathon était ouvert pour les femmes en 84. Celle qui a gagné en 2h27 je crois, et elle a détient une VO2 max de 78,6, donc c'est les records. C'est impressionnant, hein. Là quand même on voit que c'est impressionnant. Là, pour le commun des mortels, ouais, ça va être 45, 50, c'est déjà pas mal. Ouais. Ça permet de comparer. Donc un point pour Tristan. Juliette, là il va falloir marquer un petit point. Peut-être que c'est pour toi. Qui détient le record de France féminin sur semi-marathon? Anaïs Keguiner. C'est pas Inde Deiba, non? Record de France du semi-marathon sur... Non, tu peux dire qui Ah, il l'a, je crois. Clémence Il a- Calvin. Aïe, aïe, aïe. Non. Je crois que je vais Clément- encore perdre. Et toi?
Non, j'ai aucune idée pour le coup. Bon, tu passes. Alors, c'est Christelle Donnet. Alors, je crois que c'est Clémence Calvin qui avait le record, mais que ça a été enlevé après pour diverses raisons. Et que maintenant, c'est Christelle Donnet qui détient le record de France aujourd'hui sur les tablettes. 1,8 à 34 au semi-marathon de Reims. Comme quoi, peut-être qu'il est rapide. Je ne connais pas ce parcours. Mais voilà, écoute, dernière question. Donc, du coup, 0, personne ne marque de points. Allez, dernière question. Lors du dernier record du monde sur marathon, donc Eliud Kipchoge, qui tient d'ailleurs le record du monde, c'est 2h01 et 09. 2h01 09, c'est Eliud Kipchoge, évidemment, marathon de Berlin. Quel était son temps de passage sur semi-marathon, à votre avis? C'est impressionnant, là, vous allez voir. Quel était son temps de passage? Je crois que je l'ai. Ah, 59, 57, un truc comme ça. Toi, tu dis Voilà, je sais que je vais me faire battre par Pierre. tu peux dire, tu peux t'en rapprocher. Allez, 59-56. 59, 56. 59-59. 59, 59. Eh bien, temps de passage 59 à 51. C'est quand même rendez-vous compte. 59, 51. C'est donc sur le marathon plus rapide que le record de France de Julien Vanders. C'est quand même impressionnant. 59-13, non, Julien Vanders? Ouais, 59-13 et Eliud Kipchoge 59-01. C'est pas 51? Non, 0-1. 0-1. Ah, c'est fort. Non, 59-51, t'as raison. Ouais. Donc on est quand même très très proche. C'est quand même impressionnant. 40 secondes près. Bon, écoute. Là, au marathon de New York, on a vu le Brésilien passer à 40 secondes de son record sur semi-marathon. Lui, il n'a pas fini. Il avait un projet ambitieux, mais c'est quand même un marathonien, c'est pas un peintre, ça qui est bizarre. Une stratégie, Ouais. Il devait avoir beaucoup de confiance en lui ce jour-là. Il s'est dit franchement, ça passe. Alors, Mais lui, il avait quand même explosé. Mais c'est quand même un mec qui détient un record, je crois, en 2h05. 2h05, Ouais, 2h05, ouais. Et Ouais. progression fulgurante aussi sur ce provisorien. Donc il a tenté, mais c'est malheureusement pas passé. Bravo, dis-nous qui a gagné cette paire. My Turn to Run, du coup, félicitations. Mark Tentoren, donc tu gagnes une paire d'Adios Pro 3, pardon. Donc il faut qu'il écoute l'épisode. Tu as 15 jours pour te manifester. Et si alors redites-moi, voilà, si malheureusement il ne nous écrit pas dans les 15 jours à venir, eh bien on fera gagner au hasard un des deux pour qui tu as joué. Donc redis-nous le pseudonyme. Audrey Labella. Audrey Labella, et toi tu avais joué pour Xavito. Xavito. Donc voilà, écrivez-nous si vous avez été sélectionné par là, parce que si la personne ne se manifeste pas, ça sera la seule qui se manifeste qui a gagné. Si les deux se sont manifestés, on fera un tirage au sort. Donc félicitations Pierre, grosse culture générale, hein, t'es un vrai passionné. Hein. Merci. Bravo en tout cas, il pourra pas venu pour rien. Il pourra te remercier. 2 victoires. Écoutez, je vous propose qu'on parle maintenant un peu de semi-marathon. Tristan, le semi-marathon, c'est quand même une course qui a pas mal de spécificités. Mais avant ça, moi, j'aimerais qu'on prenne 3 minutes pour parler de cette course. Parce que moi, c'est une course, à titre personnel, que j'apprécie énormément. C'est vrai parce que c'est une course que je trouve accessible. C'est une course aussi où, ça c'est mon avis personnel, mais si on est bien préparé, la notion de plaisir, elle est quand même très importante, ce qui n'est pas forcément le cas sur les autres formats. Et c'est vrai qu'on dit souvent aux gens, on recommande souvent aux gens de faire un 10 km parce que souvent les gens ils commencent à courir avec un 10 km. C'est vrai que c'est une distance qui fait pas très peur, il faut s'entraîner, mais voilà, c'est accessible. Mais moi, je trouve que le 10 km, c'est quand même une distance qui est assez violente parce que tu es quand même souvent assez à bloc tout le temps. Alors que le semi, je trouve que c'est une course qui est quand même vachement plus accessible. Après, évidemment, c'est vrai que sur le 16e, 17e, ça commence un petit peu à piquer, mais globalement, voilà, jusqu'au 15-16e, on est quand même très très bien. Mais selon toi, c'est un format de course qui est adapté à qui? Est-ce qu'il faut déjà être assez expérimenté? Est-ce que c'est une course qui est plus faite pour les coureurs de cours rapides? Selon toi, c'est une course qui, voilà, est-ce que les triathlètes, on voit avec Juliette, pour qui elle est faite cette course? Alors, c'est une course qui est assez polyvalente, mais dans ce que tu dis vis-à-vis de mon expérience pour le 10 km, je pense qu'il faut bien différencier entre l'accessibilité d'une distance et la volonté de vouloir performer sur une distance donnée, de vouloir donner son meilleur potentiel. 10 km, c'est accessible parce que la distance est plus courte qu'un 21, ça paraît logique. Mais le 21, quand on essaie de vraiment faire sa performance maximale, c'est plus accessible parce que tu l'as dit, un 10 bornes, quand on veut le courir à son potentiel maximum, ça fait mal dès le départ. Là, va falloir un peu attendre sur la course. C'est un premier pas vers vraiment des courses longues. Donc, il y a le temps de rentrer dans sa course. On a pas mal tout de suite. Alors, forcément, vers le 16e, 17e, 18e, ça commence à piquer. Mais au final, 3-4 km à tenir, c'est pas tant que ça. Alors que sur un marathon, quand il nous en reste 10-12, pour certains, ça veut dire 1 heure à souffrir. Donc, c'est là où sa polyvalence se trouve. C'est là où son accessibilité est. Et j'ai envie de dire que pour quelqu'un qui veut
finir, pour qui veut mettre un pied vers la longueur, c'est une distance qui est très accessible. Contrairement au marathon qui, pour le coup, laisse très peu de chance à l'erreur. Un semi-marathon, on peut faire des petites erreurs de préparation, on peut faire des petites erreurs d'allure, on le paiera pas trop cher, on aura un peu mal sur la fin, etc. Mais il y a des distances où on le paye beaucoup plus cher. Je sais pas ce que vous en pensez. Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est vrai qu'un semi-marathon, on reste dans une allure assez confortable globalement, en tout cas jusqu'au 15-16e comme on le disait. Après, voilà, quand on a la chance de pouvoir accélérer, c'est aussi l'aspect grisant jusqu'à la ligne d'arrivée. Alors qu'en effet, un 10 km, comme on dit dans le jargon, on est pendu dès le kilomètre 2. Dès le 3000, t'es déjà mal. 3000, t'es déjà là, mal. Comment je vais finir et tout, et puis tu finis, t'es dans un état. C'est violent comme effort. C'est très violent. Moi, j'en ai pas que des bons souvenirs. Au 7e, c'est souvent le gros popcorn, et sauf qu'il peut jusqu'à l'arrivée, quoi. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Pierre, qui a connu un peu les deux et qui est quand même un spécialiste de la vitesse? Ouais, c'est vrai que le semi, en fait, jusqu'au 10e, c'est un peu je devrais pas dire ça, mais une balade. En fait, tu es sur des allures que tu as répétées longtemps à l'entraînement, donc tu les connais bien. Et donc, il n'y a pas trop de surprises. Alors que c'est vrai que le 10 km, en fonction des sensations du jour, tu peux être très bien préparé. En fait, au bout de 2 bornes, t'as plus rien, en fait. C'est clair. Ce que tu dis, c'est intéressant parce que c'est vrai que sur un 10 km, même si tu es bien préparé, si t'as pas bien récupéré, si t'as pas les jambes le matin, même quand tu vas t'échauffer, tu le sens. C'est une course qui peut voilà, il n'y a pas qu'une question de prépa, quoi. Le 10K, c'est vraiment une course un peu, ça peut être hasardeux, quoi. Ouais, tout à fait. Non, c'est vrai que voilà, il y a 3 semaines, j'ai fait comme Juliette les 10 km des quais de Bordeaux et j'ai senti qu'au bout de 1 km, en fait, ça serait pas un grand jour. Et donc, du coup, 9 km quand t'es pas très bien, c'est très dur. Alors que sur un semi, c'est différent parce que tu sais que tu vas être à des allures, tu peux courir 5, 6, 7 secondes plus vite au kilo. Donc en fait tu vas être en gestion au moins jusqu'à la mi-course. Donc c'est pour ça aussi que mentalement c'est plutôt agréable le semi. Mais ça, c'est quelque chose qui est important à dire à nos auditeurs et auditrices parce que des fois, on peut être un peu triste. On s'est préparé, on était à fond, on voulait vraiment battre son record sur 10 km et puis finalement, ça passe pas ce jour-là. Vous découragez pas parce que franchement, c'est une course qui est assez complexe. Et le semi-marathon, ce qui est bien, c'est que voilà, tu peux ne pas faire ton record, mais généralement, tu n'es pas très loin. Tu vas être à 30 secondes, 40 secondes. Il y a moins de désastres un peu sur semi. Et puis, c'est une course aujourd'hui qui... D'ailleurs, dites-nous, si vous nous suivez sur Twitch, dites-nous si c'est une course que vous aimez bien et quelle est votre distance de prédilection. Parce que c'est aussi une course, on va retrouver maintenant de plus en plus de trailers. Tu vois, ils font du semi-marathon. Surtout, voilà, même les ultra-trailers se lancent de plus en plus sur semi parce que c'est une course qui est assez adaptée à eux parce qu'il faut quand même un peu de train, il faut quand même un peu de vitesse. Et on voit que maintenant, sur trail, il n'y a rien qu'à voir l'UTMB. C'est parti sur les premiers kilomètres. Ils sont à 18 km/h, les gars. Donc ça, voilà, l'ultra maintenant, ça devient des épreuves presque de vitesse. En tout cas, il faut être capable de relancer et tout. Et il y a pas mal de trailers, de triathlètes aussi qui font donc c'est une course finalement qui est adaptée à tous les profils. Tristan, qu'est-ce que tu en penses? Adapté en tout cas à ceux qui veulent mettre un pied dans les distances un peu longues, parce que ça reste quand même pour la majorité des gens entre 1h30 et 2 heures d'effort. Donc il y a quand même cette volonté initiale, mais ouais, très polyvalente et il y a moyen de se faire très plaisir dessus. Alors bien sûr, quand on pense au semi-marathon, est-ce qu'il faut un bon indice d'endurance avant de se lancer sur semi-marathon? Parce que même moi qui faisais à l'époque pas mal de pistes de 10 km, pourtant voilà, j'avais pas un niveau exceptionnel, mais je faisais les championnats de France, je courais bien. C'est une distance qui me faisait peur. Parce qu'en fait, voilà, semi, quand tu es habitué à la piste, quand tu es habitué à faire du court, déjà tu fais pas forcément beaucoup de sorties longues. Enfin moi j'en faisais peut-être 17, 20 km maximum à l'entraînement, mais c'est rare que j'allais plus loin. Et le semi, moi ça me faisait vraiment peur. Aujourd'hui, je regarde ça, mais je me dis ouais, il faut quand même un sacré bloc d'endurance. Est-ce qu'il faut un bon indice d'endurance, voilà, pour se lancer sur semi? Est-ce que c'est obligatoire? Alors, l'indice d'endurance, peut-être le définir pour ceux qui ne verraient pas trop ce que c'est. C'est difficile de pouvoir prédire exactement les chronos qu'on va faire seulement basés sur la VMA. Je sais que les coureurs aiment beaucoup parler de VMA et soit baser leur entraînement dessus, soit baser leur futur chrono en compétition vis-à-vis de cette donnée. Et donc, pour compenser un petit peu et bricoler la façon dont la VMA est défectueuse, le terme d'indice d'endurance, grosso modo, c'est vous prenez votre VMA, vous prenez un chrono que vous avez sur compétition et ça vous permet de définir un peu où est-ce que vous prouvez. Et même, on peut faire une régression si vous avez plusieurs allures sur différentes courses, que ce soit du 1500, 3000, 5000 jusqu'au semi-marathon. Marathon, ça peut être un peu différent parce que beaucoup de choses peuvent se passer sur cette distance. Mais grosso modo, avec la pente de la courbe que ça va créer, ça va vous donner un petit peu votre potentiel, entre guillemets, d'endurance. Alors, ce que j'en pense en soi, est-ce qu'il faut avoir un bon indice d'endurance pour faire un semi-marathon? Non. Dans le sens où
on s'améliore toujours dans ce qu'on fait. Donc quelqu'un qui, par exemple, a fait beaucoup de vitesse quand il était jeune ou a commencé par des distances courtes, Comme Pierre, par exemple. voilà, forcément, l'indice d'endurance ne va pas être très bon parce qu'on ne l'a jamais travaillé. Donc après, si jamais vous avez pour ambition de champion de France, champion du monde ou j'en sais rien, peut-être que ça va être intéressant de regarder de prime abord votre indice d'endurance pour voir votre potentiel initial et ensuite le sublimer par l'entraînement et potentiellement être le meilleur parmi les meilleurs. Mais sinon, si juste votre but c'est de faire un semi-marathon, pour moi je ne regarderais pas ça. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que je regarde très très peu chez les gens que j'entraîne parce que quoi qu'il arrive, il va s'améliorer au fur et à mesure de l'entraînement. Et étant donné que pendant l'entraînement, on va se spécialiser vers la distance que l'on prépare, on va forcément aller dans le sens où l'indice va s'améliorer. Oui, parce que l'idée d'une prépa, c'est quand même de progresser. Tu vois, c'est quand même une notion à prendre en compte. Et justement, en parlant de prépa marathon, Juliette, Pierre, vous, combien de semaines vous avez préparé? Est-ce que vous avez fait une prépa spécifique, j'imagine? Et cette prépa, vous l'avez programmée, j'imagine que vous aviez une base aussi. C'était quoi? Vous l'avez fait en 6, 8, 12 semaines? Alors, moi, je l'ai un petit peu préparé à l'arrache, comme on dit. Au talent. Au talent, à Bon, l'expérience. Une semaine on va dire. avant, je me suis commencé à faire un peu de sortie longue, Non, j'ai fait un peu de séance sur piste. Quand même pas, mais pas loin. Alors, j'ai fait très peu de pistes, parce que moi, je suis un petit peu fâchée avec la piste. Ou comme je te ouais. comprends. Oui, les triathlètes, souvent, sont un peu, seront plus sur de la nature, des séances au seuil en pleine nature. Donc, moi, j'ai vraiment favorisé cela. J'ai dû me préparer en 10 semaines environ. Puis j'ai surtout, en fait, préparé ça sur d'autres courses, des courses étalons. Comme T'as mis des 10, ouais, voilà, semi-marathon de Valence, le 10 km des quais de Bordeaux, et à chaque fois j'arrivais à progresser. C'est vrai que ça m'a donné aussi confiance pour arriver donc aujourd'hui en pleine possession de mes moyens. Bon, mais j'imagine que Pierre a une bien meilleure prépa, bien plus précise que moi, avec un entraîneur probablement. Honnêtement, j'ai pas vraiment de nombre de semaines type pour préparer un semi-marathon, mais comme disait Juliette, c'est plutôt par étapes. En fait, on va viser des courses intermédiaires. Et ça nous donne un peu une base pour savoir quelles sont les allures qu'on peut envisager, voir si on se sent sur la pente ascendante ou quoi. Et donc moi j'ai commencé par le 20 km de Paris qui était début octobre, le 9 octobre, et après j'ai mis un 10 km début novembre, il y a 3 semaines à Bordeaux. Et entre temps, en fait, c'est vraiment la clé, c'est de pouvoir remettre quand même quelques bonnes séances. Moi je fais pas mal de pistes, j'essaye d'en intégrer une fois par semaine minimum pour pouvoir vraiment aussi faire monter la forme, mais c'est tout un art en fait, parce qu'on essaie à chaque fois qu'on prend le départ d'une course, c'est pour donner le meilleur de soi-même. Et c'est vrai que des fois quand on est début octobre et qu'on sait que le semi de Boulogne c'est fin novembre, c'est difficile de rester tout en haut de la pente, donc il faut aussi un peu jongler, ne pas forcément faire trop à l'entraînement, beaucoup s'écouter. Donc la prépa, en fait, j'aurais du mal à dire en fait à nos auditeurs combien de semaines il faut préparer. En fait, c'est vraiment un peu instinctif, je pense aussi. Bon, en tout cas, ce que je note, c'est que tous les deux, vous avez intégré d'autres compétitions dans votre prépa semi, en l'occurrence, toi, le 20 km, des 10 km, et on va voir tout à l'heure si c'est une bonne chose de faire ça. Tristan, t'en penses quoi, toi, idéalement? Allez, si on a déjà un peu un petit background, on a déjà un peu de foncier, voilà, on veut progresser, on n'est pas non plus au top de sa forme, mais on part pas from scratch, de zéro, pardon, on va arrêter les anglicismes. Combien tu nous recommandes? Souvent, on entend que c'est 8, 10 semaines, ce qui est pas mal déjà, 10 semaines, hein. Voire 6 semaines. Je connais des personnes qui préparent un semi en 6 semaines. Toi, il n'y a pas de généralité, mais qu'est-ce que tu conseillerais? Non, mais alors, c'est important d'en parler parce que tu as mis dans ta question, tu as mis un élément, tu as mis une contrainte qui fait en fait toute la différence. Et si on part pas de zéro, et le problème, c'est qu'aujourd'hui, je serais capable de dire, 8 semaines, c'est suffisant pour préparer un semi-marathon, mais si tu prends cette condition-là. Et le problème, c'est que y a beaucoup de gens qui, par exemple, sont en train de courir là et en train d'écouter ce podcast, et ils vont juste entendre, oui, 8 semaines, c'est suffisant pour courir un semi-marathon. Et en fait, il y a beaucoup de gens après qui démarrent 8 semaines avant à commencer leur entraînement pour le faire. Pour moi, si on commence à parler de cette durée entre 6 12 semaines, c'est très bien. Mais pour commencer à faire la préparation spécifique, ou si par exemple nos séances longues ne sont pas assez longues pour remplir les conditions nécessaires à faire un semi, commencer à les augmenter. Si on travaille des qualités physiques qui sont très éloignées de ce qui va nous intéresser sur un semi-marathon, commencer à rajouter de la spécificité et commencer à travailler des qualités de plus en plus spécifiques vers son marathon, dans ce cas-là, oui. Mais si on commence de très très loin, va falloir pour moi partir d'un peu avant pour justement remettre du volume, retrouver sa régularité à l'entraînement, avoir un niveau de sortie longue minimum, et puis à partir de là,
reprogresser sur 6 ou 12 semaines. Dites-nous dans le chat, pour celles et ceux qui nous suivent sur Twitch, combien de temps vous mettez pour préparer un semi. Ça peut être intéressant d'avoir pas mal de sons de cloche. Moi, je serais curieux de voir c'est quoi à peu près la moyenne. PE, si tu peux me dire. Pour moi, 6, c'est même un peu court, tu vois, 8-12. Ouais. Je suis étonné parce que quand tu as dit un peu à l'arrache et tout, je me suis dit, elle va dire 2 semaines. Non, quand même. 10 semaines, c'est. En vrai, beaucoup de gens ne font même pas 10 semaines de préparation un peu spécifique pour un Ça peut être semi-marathon. long aussi, 10 semaines mentalement de. Il faut monter progressivement en charge. C'est ça, parce que le but quand on fait une prépa comme ça, c'est d'arriver au pic de forme forcément le jour J. Et le risque quand on part sur une prépa de 12 semaines, 10 semaines, c'est de se sentir bien au bout de 3-4 semaines et après de lutter pour rester en forme jusqu'à la fin. Donc ça peut aussi être à double tranchant. Je suis d'accord. Et d'ailleurs, il y a même ce que vous avez parlé de compétition intermédiaire. Par exemple, toi, sur un 10 km que tu vas courir à fond, parce que tu l'as dit, quand souvent on s'aligne sur une course, c'est très difficile de se restreindre et de se dire, OK, on court pas à fond. Combien de temps toi tu mets pour récupérer d'un 10 km ? C'est variable. Je trouve que maintenant, avec les nouvelles chaussures, on récupère plutôt bien. Moi, je sais que 3 jours après le 10 km, on remettait déjà une bonne séance VMA 16x400 sur la piste. Donc, moi, je dirais qu'il faut aller une bonne journée pour se remettre. Le mardi, si c'est de la course et un dimanche, on peut refaire un footing sans trop de courbatures. Et le mercredi, ça repart, quoi. Parce que c'est là aussi où c'est intéressant, parce que sur les préparations, quand forcément on a un volume un peu plus faible que le tien, par exemple, si on veut mettre une course intermédiaire de 10 km et qu'on a envie vraiment de se faire plaisir dessus et qu'on va la mettre peut-être à 4-6 semaines avant, récupérer en 3 jours, il y a plein de gens qui sont brisés. S'ils ont vraiment couru longtemps, ils vont mettre peut-être une semaine à s'en remettre. Donc se laisser un peu plus de temps, c'est vrai que ça permet à certaines personnes d'avoir un peu plus de marge de récupération, etc. Et tu l'as très bien souligné, genre être très progressif sur de toute façon toute la préparation d'une année. On ne s'entraîne pas à fond toute l'année. Il y a des périodes où on est un peu plus tranquille, que ce soit en termes d'intensité ou de volume, et il y a des moments où on va monter pour justement monter en conditions physiques. Et c'est un bon équilibre à trouver sur ces semaines-là. Mais en tout cas, sur le chat, pas mal, c'est 12 semaines. Hein. On a Octodin, Hervé, Agoudi, 12 semaines. 12 semaines, c'est quand même, on est presque sur la prépa marathon. Moi, je suis assez surpris. Hein. C'est des prépas quand même qui sont assez longues, mais tant mieux. Comme ça laisse le temps de travailler toutes les vitesses, de vraiment bien le préparer. Mais voilà, j'ai l'impression que la moyenne, en tout cas dans le chat sur Twitch, c'est 12 semaines. Ouais, ça me choque pas vraiment. Et puis même, de manière, si on étend un peu le débat, c'est un peu ce que tu as dit, c'est à partir de quand est-ce qu'on considère qu'on a commencé ? Est-ce que les capacités, les qualités non spécifiques qu'on travaille avant ces 12 semaines ne font pas partie en réalité intégrante de la préparation ? Et en fait, on pourrait très bien se mettre 6 mois pour se préparer sur un semi-marathon parce qu'on considère que notre première phase d'entraînement, où l'entraînement est un peu plus tranquille, où les qualités sont non spécifiques, font partie en réalité intégrante de la préparation. C'est vraiment une vision sur l'entraînement qu'on faut avoir. Tu parlais tout à l'heure, Pierre, des chaussures, les nouvelles chaussures avec les mousses, plaques de carbone. C'est vrai qu'il y a pas mal de coureurs qui en ont profité aussi pour borner un peu plus, notamment sur marathon, rajouter 15-20 km dans la semaine. Donc ça leur permet de faire plus de volume parce que justement, ils avaient cette impression de mieux récupérer. Et c'est vrai, on le voit, il y a quand même moins de nœuds dans les mollets. On fait moins de massage d'ailleurs. Voilà, y a quand même, c'est quelque chose qu'on peut pas squeezer, mais il y a moins de coureurs qui font les massages à ces chaussures-là. Toi, est-ce que du coup, comment est-ce que tu exploites ces chaussures ? Est-ce que ça va être est-ce que tu vas en profiter pour borner plus ? Comment tu vas voir un peu les choses ? Très honnêtement, les chaussures carbone, j'en suis un adepte en compétition, mais j'essaie de limiter en fait l'utilisation dans mon entraînement quotidien parce que j'aime bien sentir une différence le jour de la course avec mes chaussures de compète. Quand je mets mes chaussures de compète, je veux que je me dise ah oui là je vole quoi. Et donc en fait je vais les garder pour les séances un peu spécifiques à J-10 ou les choses comme ça parce que aussi il faut quand même courir avec ces chaussures de compétition pour éviter le risque d'ampoule, des choses comme ça. Mais honnêtement, je pense que juste une utilisation, on va dire parcimonieuse de temps en temps, ça suffit en fait pour ne pas non plus s'habituer trop souvent à courir avec des sensations, avec de trop bonnes sensations, parce que le jour de la course, ça peut aussi avoir l'effet inverse. Si on n'est pas dans un bon jour, on se dit bah mince, j'ai des chaussures carbone et je suis pas bien. Ça peut être difficile dans la tête. Ça peut arriver ça, avec les chaussures qui vont vite et les chaussures turbo, on peut. C'est quand même, je suis surpris. On recommande. Je vais parler un petit peu justement de chrono sur semi-marathon quand on n'a pas forcément une grande expérience. C'est pas si évident que ça. Moi, je me souviens avoir eu le problème. Je faisais plutôt 5000, 3000, un petit peu de 10 km.
à jauger? Qu'est-ce que je vise? Quelle allure je vais choisir? Je ne sais pas si vous avez... C'est un peu l'inconnu, toi. Pourtant, c'est stratégique. Quand on prépare un plan d'entraînement, il faut savoir les temps de passage, il faut quand même avoir une stratégie de course. En tout cas, c'est ce qu'on recommande. Comment est-ce qu'on peut savoir son temps, prévoir ses allures? Alors, tu sais, on dit souvent qu'il faut rajouter 1 minute, 30 secondes par rapport à ton chrono sur 10. Toi, c'est quoi ta vision par rapport à ça? Quel conseil tu peux donner à nos auditeurs pour avoir un bon objectif? Parce qu'il ne faut pas que l'objectif soit trop sécurisant, parce que sinon, ça ne te motive pas. Si tu es trop à l'aise, c'est pas terrible. S'il est trop ambitieux, au contraire, tu risques d'aller au surentraînement, tu risques de te blesser ou voire même de te dégoûter. Il faut vraiment quelque chose, c'est très stratégique, choisir un temps d'allure. Il faut que ce soit ni trop ni pas assez, quoi. Quel conseil tu peux donner à nos auditeurs? Est-ce que c'est l'indice cardiaque? Est-ce que c'est les temps de passage sur le 10 km? Voilà. Je sais que en général, on donne les exemples après les arguments, mais je suis intéressé de savoir, par exemple, toi, comment tu as fait. Est-ce que tu t'es fixé une cible avant de courir ton semi-marathon, ou est-ce que tu l'as fait aux sensations de jour J? Non, je m'étais fixé une cible en fonction du semi-marathon de Valence. J'avais fait 4,15 donc de moyenne, et je m'étais dit, bon, je l'avais fait vraiment dans des sensations confortables. Donc je m'étais dit, bon, j'ai mieux dans les jambes, c'est sûr. Je vais essayer de partir en 4,09 et il se trouve que j'ai réussi à accélérer quand même. Donc je pense que la prochaine fois, prochain semi, peut-être Paris, j'essaierai de partir encore un peu plus vite et Donc partir d'une compétition antérieure pour... Ouais, c'est ça. Mais tu le dis toi-même tout à l'heure, c'est-à-dire que normalement, on n'est pas au top. Enfin, la prépa doit nous faire monter en puissance. Donc Oui. du coup, là, il y a un petit pari à faire, quoi. C'est ça l'enjeu. Oui, alors déjà, ça va dépendre... c'est beaucoup plus simple quand on est déjà en forme, qu'on a une compétition référence, parce que à partir de cette compétition référence-là, on peut trouver beaucoup d'équivalences, où par divers moyens et divers calculs, on peut réussir à trouver à peu près le chrono qu'on va faire. Le problème, c'est qu'en fonction de la durée du plan, en fonction du profil que l'on a, et puis en fonction des ressources qu'on va mettre, est-ce que les ressources vont augmenter, quand j'ai ressources temporelles, énergie, etc., jusqu'à la course, ça peut faire varier le chrono. Alors évidemment, il ne sera pas forcément très très loin, mais parfois on peut quand même jouer sur plusieurs minutes. Donc à ce moment-là, pour avoir une idée du chrono qu'on va faire, soit avec des tests. Après, c'est ce que je disais, par exemple, souvent quand on va faire des tests, on va souvent faire des tests type test VMA qui ne vont pas forcément beaucoup nous renseigner sur notre capacité sur semi-marathon. On peut aussi faire des séances tests qui, là, pour le coup, sont peut-être un petit peu plus intéressantes. Je pense par exemple au 3x3000 ou à une allure. On prend une demi-minute de récupération entre les 3000. Ça permet d'avoir déjà une bonne idée de là où est-ce qu'on va se sentir le jour de la course. Donc, soit un test, soit une séance test. Après, il y a les chronos en compétition, comme on a dit. Et après, sinon, ça va être simplement avec toutes les séances qu'on va faire à l'année, en fonction de ce qu'on est capable de faire sur nos fractionnés, sur nos endurances fondamentales, observer un petit peu la fréquence cardiaque, comment elle réagit. Ça permet de pouvoir se situer et de faire en sorte que chaque entraînement soit en soi un petit test. Tu vois, là, cette année, sur mon 10 x 1000, à cette vitesse-là, j'ai tel cardio. L'année dernière, j'ai couru mon semi à telle vitesse. En gros, on peut comparer les séances entre elles. Alors, ça demande un petit peu d'expertise, ça demande un petit peu d'expérience, mais il n'y a pas forcément besoin de faire tout le temps des tests pour avoir une idée. Après, sans vouloir faire de pub, mais si on veut juste un moyen simple, gratuit, de prendre en compte son profil, ses ressources, la durée jusqu'à la compétition, sur campus, on fait une approximation qu'on peut récupérer en fonction de ses anciens chronos. On va rentrer un peu plus dans le cœur du sujet, dans l'entraînement. Globalement, qu'est-ce qu'on retrouve dans une bonne prépa semi en termes de séances? Pourquoi pas, on va parler en termes de volume, après ça c'est individuel, mais en tout cas en termes de séances, qu'est-ce qu'on va retrouver? Quel ingrédient tu vas mettre dans ta recette semi-marathon, Tristan? En tout cas ta vision, parce que voilà, je précise que chaque entraîneur a sa vision, et aujourd'hui on va parler de la tienne en l'occurrence. Alors qu'est-ce qu'on va retrouver sur une prépa semi? On va essayer de donner des règles un peu génériques et puis peut-être quelques exemples un peu plus concrets. Déjà, c'est important de manière générale, pour moi encore, d'avoir la notion de spécificité. Et donc plus on va s'approcher de la compétition, mois après mois, plus on va travailler des qualités spécifiques et de plus en plus spécifiques. Quand je dis spécifique, ça va être donc des allures qui vont se rapprocher de plus en plus de notre allure cible le jour J. Une fois qu'on a dit ça, donc forcément sur le dernier mois, les 2 derniers mois, mettre de l'allure semi-marathon sur des séances de plus en plus longues. J'ai dit une bonne séance test, un 3x3000, c'est une bonne séance test que beaucoup peuvent donner par exemple. Je suis en train de réfléchir. Après, je trouve que faire que de l'allure semi-marathon
ne va sûrement pas être suffisant pour développer les qualités physiques. Donc il va falloir travailler à d'autres vitesses, plus intenses. Souvent on parle de seuil. Moi j'aime bien parler de vitesse limite 60 minutes. Donc la vitesse qu'on peut tenir sur 60 minutes, il ne va pas y avoir beaucoup de différence. Donc peut-être aller encore un petit peu au-delà. Et souvent on dit que ça, pardon, excuse-moi je te coupe, mais c'est pour rebondir. Souvent on dit que notre seuil, c'est un peu notre temps sur semi-marathon. Ou le temps entre le semi et le 10 km, ou entre le semi et le 10 km. Ouais, mais ça dépend des gens. Tu vois, 1h04, 1h26, déjà, tu n'étais pas du tout sur les mêmes échelles de temps. Si tu devais courir 1h30, tu ne courrais pas à la même vitesse que sur un semi-marathon. Donc c'est pour ça que j'aime bien parler en temps limite. Au moins, ça permet d'affranchir toute notion de distance, parce qu'il y a des gens, le 10 km, ils vont le courir en moins de 30 minutes, et des gens, ils vont le courir en 1 heure. Donc au moins, ça permet de s'affranchir là. Mais ce qui est intéressant, c'est je reste persuadé que, au moins sur certaines séances, avoir une intensité égale ou plus intense que la vitesse qu'on peut tenir sur 1 heure, ça va créer des adaptations intéressantes. Donc après, encore une fois, peut-être commencer, si on veut faire des séances VMA, par exemple pour un semi-marathon, VMA qui va être le temps limite à peu près sur 5 minutes, ça va être intéressant de les mettre quand même assez loin, entre guillemets. J'imagine que toi, avec ton volume, tu peux te faire un peu plaisir et les garder un peu proches, tu vois. Mais sur quelqu'un qui va avoir qu'une séance de fractionné par semaine, qui est la grande majorité des coureurs, il va falloir commencer à les éloigner un tout petit peu plus. Donc voilà, principe de spécificité, quelles que soient les séances que vous voulez faire et que vous trouvez, parce qu'en général c'est comme ça que les gens fonctionnent, ils trouvent une séance qu'ils ont envie de faire, déjà peut-être l'adapter parce que le volume n'est pas forcément adapté à vous, mais du moins spécifique au plus spécifique. Donc ça c'est par rapport aux intensités. Sur les séances de seuil, allure limite 60 minutes, si on doit donner quelques petits exemples, en général sur les bons coureurs, les grosses séances que j'aime donner, ça va être un 3x15 minutes. Et c'est une très très grosse séance. Et après, on peut diminuer 3x12. On peut faire un 3x10. Enfin, pas mal de grosses séances. Et après, vraiment progresser. Tu l'as dit tout à l'heure, c'était vachement intéressant. Pas faire genre 3x10 chaque semaine, mais peut-être commencer avec une séance un peu simple, 4x5 minutes. Et puis semaine après semaine, progresser vers un 3x12. Tu travaillais beaucoup tes allures semi-marathon, toi, à l'entraînement. C'est par exemple ton bornage allure semi, le plus gros que tu as fait pendant ta prépa, c'était combien? Est-ce que c'est des allures que tu as spécifiquement travaillées ou finalement tu as travaillé plus haut, plus bas? Oui, effectivement, je les ai quand même travaillé pas mal ces allures, au moins une fois par semaine, une séance assez longue du coup avec de l'allure semi. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup aussi travailler plus vite parce que ça donne aussi l'impression d'être plus facile sur les séances semi. Quand tu travailles ton allure 10 bornes, voire même ta VMA sur la piste, après c'est vrai que quand tu reviens sur des allures semi, ça reste des allures confortables. T'es à l'aise, ouais. Ouais, c'est ça. Et la séance la plus longue que tu as fait allure semi en kilomètres? J'ai dû faire 2 x 7 km. 2 x 7 km. Allure semi. Combien de récup entre les blocs? 4 minutes. 4 minutes, ouais, donc c'est pas mal, ouais. 2 x 7. J'avais fait. Ouais. Moi j'avais fait 3 x 5, je me souviens, avec 5 minutes de récup entre. Ça va, c'est pas mal. En tout cas, si ça passe, tu peux être confiant sur les allures. Ouais, tout à fait. L'année dernière, j'avais fait l'erreur de faire 2 x 10. Ouais, c'est pas idéal, ouais. Et j'ai mis beaucoup de temps à récupérer et je m'étais dit. Ça doit abîmer. En fait. Ça laisse beaucoup de traces pour pas grand chose. Donc cette année, je me suis dit, sois plus prudent, 2 x 7. Et je trouve que en fait. 2 x 7, c'est pas mal. Ouais. C'est un bon compromis. 2 x 7, encore une fois, tout va dépendre du volume. Pour la majorité des gens qui vont courir 30, 40, 50 km par semaine, ouais, c'est là où, par exemple, j'ai dit 3 x 3 parce que ça va un peu plus correspondre pour eux. Comme tu l'as dit, la majorité des gens, s'ils font 2 x 7, ils vont mettre autant de temps que toi tu as mis à 2 x 10. Et c'est marrant de comparer les échelles. Et voilà. Il n'y a pas vraiment de. Total ou récup footing? Récup footing, ouais. Oui, toujours à 4,50, 5 minutes au kill, mais c'était vraiment rester actif. Là, ce 4 minutes de récup, quand tu repars sur le dernier, tu as les jambes un peu en marshmallow, quoi. Ça revient vite, mais au début, sur la dernière série, ça doit quand même être. On a fait, toi, des allures spé semi? Oui, j'en ai fait aussi un peu comme Pierre, au moins une fois par semaine sur une sortie longue. Et c'est vrai que voilà, moi qui suis plutôt autour des 50 km par semaine, en moyenne, j'ai plutôt fait du 3 x 12 minutes. Ouais, c'est mieux, c'est plus prudent. Sinon, en fait, le problème de ça, c'est que c'est quand même de la fatigue, quoi. Ça veut dire que ça passe ou ça casse, parce que c'est sûr que c'est une séance comme ça, après, voilà, tu génères un petit peu de fatigue. J'ai même envie de dérouler encore un petit peu si on y réfléchit un petit peu. Moi, ce que j'aime bien dissocier comme type de profil de coureur, ça va être vraiment les entre guillemets primo-accédants, les gens très débutants en course à pied, qui courent depuis quelques mois par exemple, ou qui ont encore beaucoup de potentiel, et les autres qui sont déjà un peu plus installés. Les chronos vont bouger petit à petit, mais il ne va pas y avoir des 20 minutes de différence sur une année. J'aime bien différer sur les deux profils parce que je trouve que pour les primo-accédants ou ceux qui viennent de commencer, l'allure semi
est beaucoup moins importante que si toi, par exemple, tu la travaillais jamais. Si tu n'avais jamais le rib semi, ça serait un peu plus catastrophique pour le jour de la course, contrairement à eux où en fait ils ont tellement de progression. Je différencie souvent les séances qui vont augmenter les qualités physiques et les séances qui vont optimiser nos qualités physiques pour préparer un type de course. Les séances avec de l'allure dedans, pour moi, c'est des séances qui vont optimiser nos qualités physiques en vue d'une distance. Mais il y a des gens où justement, je trouve qu'ils auraient même plutôt intérêt à développer leurs qualités avant de vouloir optimiser, parce que quand il n'y a pas grand-chose à optimiser, les résultats sont parfois même inférieurs à s'ils avaient juste fait des séances, comme on l'a dit, à vitesse limite 60 minutes ou même inférieure, VMA, etc. Justement, Pierre nous disait qu'il intégrait aussi des séances de vitesse. Il aimait bien parce que du coup, ça lui permettait d'avoir une sensation de confort sur ses allures cibles. Est-ce qu'on doit intégrer aussi un peu de séances de vitesse? Et quand je dis séances de vitesse, c'est lesquelles? Est-ce que c'est des 1000 mètres? Est-ce que c'est des 400? Est-ce que c'est des 500? Est-ce que c'est même des 200 mètres, des 300 mètres? Vraiment de la vitesse pure. Toi, t'en penses quoi? Après, derrière chaque type de séance se cache en réalité une qualité qu'on voudrait travailler, ou en tout cas une qualité qu'on essaye de développer. Donc par exemple, si tu parles de 200, 300, 400, très souvent on va être sur des séances VMA par exemple. Si on parle de 1000, 2000, on va plus être vers vitesse limite, entre 30 minutes et 1 heure, c'est ce que j'allais dire. Donc entre allure semi pour les meilleurs, 3,20, allure 10 pour les meilleurs, et puis allure 10 km de manière générale. Donc ça dépend. Et encore une fois qu'on a défini quelle vitesse limite correspond à quelle séance, on applique le principe de spécificité. Donc 300, 200, etc. Pourquoi pas? Mais à ce moment-là, moins on a de volume, moins on a de chances de pouvoir faire des choses différentes dans la semaine. Je pense que la variété au sein d'une semaine apporte aussi beaucoup de bénéfices, et c'est la chance quand tu cours un peu plus de 100 km, 150 km, tu peux faire beaucoup de choses dans ta semaine. Ouais, c'est clair. Quand tu cours 30-40, tu peux faire beaucoup moins, et donc à ce moment-là, la VMA très très loin, et puis de plus en plus spécifique, et tu remontes d'un point de vue vitesse limite. Et quand tu as le choix, tu peux te faire plaisir et mettre une petite séance VMA. Il y a des entraîneurs qui disent que justement le but, ça serait, si possible, de ne pas remplacer et d'additionner. Le problème, c'est que chez certains profils, on ne peut pas additionner parce qu'il n'y a pas assez de kilomètres, mais quand on peut se permettre un peu jusqu'au bout. Mais quoi qu'il arrive, tu en as fait beaucoup dans le dernier mois avant. Et tu as fait quoi? Moi, je fais beaucoup de séances classiques. Ça n'a pas beaucoup changé depuis que je suis cadet, mais des séances de 400, des séances de 500. T'en fais combien? T'en fais 15? Ouais, 15-16, des 400. Tu fais quoi, 30 secondes, 40 secondes de récup? Ouais, 40 secondes. Et en trottinant 100 mètres. Et puis sinon, pas mal de séances de 1000 quand même, mais plutôt sur des allures pas loin de 10 bornes en fait. Ouais, séances de 1000. 7 fois 1000. Là, tu le disais. Que tu cours en quel J'ai fait 29-37. Ouais. Ok. Dans 3 minutes à peu près, un peu moins de 3 minutes? Ouais, un peu moins de 3 minutes quand je fais des 1000, c'est souvent ça. Et tes 400, tu les cours à quelle vitesse? Parce qu'après, il faut faire attention aussi. J'ai dit qu'en général, une distance correspondait plus ou moins à une qualité de travail, mais il y a, par exemple, on voit des séances de 20, 30 fois 400, et la personne qui va faire 30 fois 400 va pas la faire à sa vitesse. Bon, sur c'est 5 assez minutes. rare maintenant, c'est vrai que c'est les séances de Topec, ça. Il pense un petit peu, en fait, juste il court plus lentement et il fractionne beaucoup plus. Ouais, donc, mais c'est vrai que c'est pas toi, tu mal. les cours à Après, quelle vitesse? Faut aimer la piste, parce que 30 x 400, faut être du romal. Nicolas Navarro le fait encore régulièrement. C'est des sur séances de Strava. breton, ça. C'est pas pour moi, typiquement. Non, faut aimer la piste. Et du coup, tes allures, pardon? Au niveau des allures, en fait, il y a des jours où on va se dire on va essayer d'aller un peu plus vite. On va être en une 5, une 6. Et des jours où en fait, on va écouter plus les sensations. On se dit ça sert à rien de trop forcer aujourd'hui. En courant une 8, on va développer la VMA comme on l'entend. Donc en fait, à l'entraînement, il faut aussi savoir des fois s'écouter, pas toujours vouloir avoir des temps forts. Et une VMA réussie, c'est pas forcément une VMA où on va courir. À la fin, on est mort, quoi. Clairement, une bonne VMA, on peut être très bien à la fin, quoi. Ouais, est-ce que par exemple, si demain je te disais de courir un 1600 ou quelque chose comme ça, parce que une 8 ça fait 2,50 au kilomètre, quelque chose comme ça. Donc en fait 2,50 au kilomètre pour toi c'est même ça doit être, j'ai pas envie de dire de conneries, mais entre 98-95% de ta VMA. Donc c'est de la toi, tu tu cours moins vite, tu cours moins vite que ce que les gens pourraient courir sur une séance VMA. Les amateurs. Donc il faut aussi garder ça en place. T'as raison, c'est hyper important de le préciser. Sur la VMA, on peut vite tricher aussi en fonction des récup. Il y en a qui, si on prend 40 secondes sur un 400 mètres, c'est totalement différent que si on prend une minute. Donc il faut aussi avoir ça en tête. Donc je pense qu'une bonne VMA, logiquement, on devrait prendre des récup assez pincés pour
pas tricher en fait sur les allures, parce que si tu prends 40 secondes de récup, tu peux pas non plus si tu fais 15 x 400, tu peux pas tricher. Mais ça c'est intéressant parce que ça a été là en ce moment, c'est vrai que pendant les récup, on était parti de principe que c'était la récup pincée. Donc la récup pincée, je précise, c'est des récup très très courtes. Mais on commence un peu à revenir sur ça. Et tu vois, typiquement, tu prends les Éthiopiens, eux, la récup, ils s'arrêtent. C'est des récup quand même beaucoup plus longues. Et ça commence un peu à évoluer. Donc on aura peut-être l'occasion de faire un épisode spécial sur la récup. Parce qu'on voit que ça change quand même. Et il y a pas mal de tests qui ont été faits. On voit qu'une récup pincée par rapport à une récup un peu mieux en termes de récupération, en termes de prévention des blessures. Tout a des avantages. Si on sait il y a pas mal d'avantages. Et donc ça sera un sujet qu'on pourra vraiment on dédiera, Tristan, un sujet spécifiquement sur la récupération. Toutes les parce qu'il y a pas mal d'idées reçues et on voit que ça a quand même évolué sur ça. Donc, comme tu l'as dit, tu vois, en fonction de la durée du repos, de comment tu fais ton repos, en fait, la séance est totalement différente. Bah oui, 40 secondes déjà, ça allait. Je peux vous garantir qu'au bout du 7e, les 40 secondes, c'est 5 secondes. Hein. Ça, le temps, il passe au début, t'es bien, et ça passe très 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 vite. Et puis aussi, si tu vas le marcher, si tu vas t'arrêter, si tu vas repartir, ça peut avoir un impact. Tristan, on va parler un petit peu évidemment de séances au seuil parce que c'est quelque chose qui revient beaucoup sur la prépa semi-marathon. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qu'est la séance au seuil et toi, ta vision par rapport à cette séance-là? Est-ce que c'est quelque chose que tu recommandes? Est-ce que c'est quelque chose intéressante? Les athlètes en font pas assez, les athlètes en font peut-être un petit peu trop. Parce que c'est vrai que c'est bien la séance au seuil, on aime bien. C'est des séances. Voilà, t'es dehors, tu vas vite, tu doubles, t'es confortable, mais ça va aussi vite. C'est bien pour. Voilà, c'est des séances un peu qui font plaisir à l'ego, on va pas se mentir. Tu parlais des athlètes Tempo Run Club. Et tout le monde aime. Non, mais les séances au seuil, c'est la séance. Voilà, tu t'ennuies pas, quoi. Moi, personnellement, les footings quand je suis en prépa marathon, les footings enfin, tu t'ennuies un peu, surtout quand c'est long. Les prépas trop rapides, le seuil, c'est quand même la séance top, quoi. Est-ce qu'on n'a pas tendance un petit peu à en abuser? C'est quoi ton avis par rapport à ça? Encore une fois, principe de spécificité, je pense qu'on en a assez parlé dans la question précédente. Il y a tout l'aspect confiance en soi qui est développé parce que c'est des séances où vraiment ça donne confiance dans nos capacités. C'est des séances qui sont assez longues et dans lesquelles on se sent assez fort. On avait eu l'occasion de l'aborder, je crois que c'est sur le dernier épisode qu'on a fait ensemble, où dans la deuxième partie, pour ceux qui font aller jusqu'au bout du podcast, on a parlé justement des séances de 8 x 1000, 6 x 1000, ce genre de séances-là. Qui se rapproche de cette qualité de travail qui peut être définie en tout cas comme du seuil. Les entraîneurs, en fonction de l'entraîneur, tout le monde n'appelle pas seuil même chose, mais je pense que tous les bénéfices que peut apporter ce type de séance, allez voir cette partie-là qui dure sûrement une petite vingtaine de minutes et sur lesquelles on donne pas mal de détails. D'accord, bon, tu as raison de un peu de faire de la promo pour les anciens épisodes. Quid de la sortie longue en prépa semi-marathon? C'est intéressant, pas intéressant? Vous nous direz après si vous l'avez intégré et combien de distance? Ouais, après ça va dépendre de l'objectif de chacun. Je pense par exemple à quelqu'un d'assez athlétique, assez jeune. En fait, en réalité, il peut quasiment s'aligner sur semi et si son seul but c'est de finir juste avec un gros talent, peut-être que ça peut suffire. Après, si on parle du principe qu'on essaie de faire du mieux qu'on peut, qu'on essaie de progresser, quel que soit le niveau qu'on a, ouais, à ce moment-là, la sortie longue va avoir un enjeu particulier. Moi, j'aime bien, comme tu l'as souligné tout à l'heure, faire ça progressivement. Donc, si on dit progressivement, c'est-à-dire on a un point de départ, un point d'arrivée. Le point d'arrivée, j'aime bien, chez des gens lambda, 1h30, 1h45, ça peut être suffisant. Je fais beaucoup tirer sur 1h45. Après, le point de départ, ça dépend. Il y a des gens pour qui, avant de commencer une prépa, déjà courir 1 heure, c'est long. Et puis il y a d'autres personnes, nous, de manière assez hebdomadaire, courir 1h30 pour eux, c'est assez facile. Après, une fois qu'on a dit ça, ça dépend aussi du volume de chacun. Quelqu'un qui va courir 30-40 km va tenir des sorties d'1h45. Il ne pourra pas le faire sur beaucoup de semaines, même d'1h30 par exemple. C'est-à-dire que ça va vraiment être sur un pic. Alors que quelqu'un qui a déjà un gros volume, qui peut beaucoup diluer ses sorties longues, parce qu'en fait la sortie longue va représenter un pourcentage vis-à-vis du volume de sa semaine. Plus on court, plus la sortie longue en fait représente une petite part. Moi, je vais être curieux de savoir jusqu'où vous avez tiré vos sorties longues. Personnellement, je suis pas monté très haut, 22. Enfin, j'ai fait la distance du semi parce que j'estimais que quand tu cours un semi, t'as pas besoin de faire des sorties longues de 25 bornes. Non, c'est clair. Donc moi, je suis monté à 20 km, 21-22 occasionnellement, mais souvent c'était des sorties aussi avec changement d'allure. Souvent déjà quand tu fais 2 fois 7 bornes en spé semi. Avec la chauffe, tu finis pas loin des 20 bornes. Donc, c'est ce que j'allais dire, parce que pour toi, c'est 1h15. Quoi. ouais. Mais même moi, sur semi-marathon, quand je préparais mon semi, je crois que la plus longue que j'ai faite, c'est 17 bornes. Donc, j'ai même pas fait les 22. Et franchement, j'ai pas senti, tu vois, en fin de course, que je manquais de foncier. Par contre, j'avais travaillé. Quel volume sur la semaine, toi, à l'époque ? T'avais quel 80-90. okay. Tu vois, j'ai fait mon semi en 1:15, 0,1.
C'est pas voilà, c'est un temps quand même il n'y a pas un temps d'amateur. Même sans être, tu vois, dans la perf, ça m'a suffi. J'ai pas senti, en tout cas, j'ai pas senti un manque de foncier. Par contre, en prépa entraînement, j'ai travaillé 3 fois 5000 prépa, donc 15 bornes à l'heure semi. Donc du coup, ça m'a pas manqué. Vraiment, j'ai pas senti un manque de foncier. Parce que je pense que ça, c'est dû au volume que tu as. Tu as 80-90 bornes semaine. C'est déjà un volume que beaucoup ne font pas. Et donc en fait, ils ont besoin par la sortie longue de développer leur endurance. Contrairement entre guillemets à vous, où en fait toi par exemple 20 bornes, je pense que dès le moment où tu accélères un petit peu, où tu mets un peu de tempo, tu vas très vite aller vers les 17-18 km, et puis si on commence à prendre la récupération, le warm-up, suffit que tu ailles au stade en courant. Donc en fait le 21 km c'est une distance qui pour toi, tu peux même l'avoir plusieurs fois dans une semaine, ça te fait pas peur, quoi. Mais moi les 17 bornes, je les ai vraiment fait à allure footing, hein. J'ai pas fait du tout, Ouais. j'ai même pas intégré des allures spé, quoi. Je travaillais vraiment. Et toi Juliette? Mais moi, c'est un peu comme Pierre, j'ai pas beaucoup fait de la distance de 21. Ma plus longue distance c'était 19 à l'entraînement, voilà, avec de l'allure spécifique semi également. Mais moi, voilà, je suis une fervente défenseuse des courses étalons. Enfin voilà, moi j'aime bien me sentir progresser au fur et à mesure de l'approche de l'objectif en faisant des courses, voilà, sur lesquelles je m'étalonne vraiment. Je vois comment ça répond, les sensations, et je réajuste le chrono aussi en fonction de ça. Alors, on va parler un peu de renforcement musculaire. Est-ce que vous en avez fait? Est-ce que vous avez été bon élève sur ça? Oula. Je sens que ça n'a pas trop gainé là autour de la table. Alors pour le coup, je vais te surprendre Guillaume. Si, moi depuis que c'est peut-être la vieillesse qui parle aussi, hein. Mais non. La vieillesse, écoutez-la, j'ai l'impression qu'elle a 50 ans. Non, mais par rapport à ma carrière de triathlon, c'est vrai que je fais vraiment attention à faire un peu de renforcement. Alors, pas du tout de muscu avec des poids, hein, c'est vraiment à poids de corps. D'accord. Ça va être beaucoup de gainage, ça va être renforcement ischio-fessier qui sont un peu mes points sensibles. Plus je fais du longue distance. Et c'est vrai que j'essaie d'en faire 2-3 fois semaine. Alors, pas très longtemps. Après chaque sortie course à pied, voilà, j'essayais de faire 15-20 minutes de gainage, renforcement. Et en fait, je me sentais vraiment plus solide sur les appuis en termes de prévention des blessures, même en termes de dynamisme. J'ai trouvé ça vraiment agréable et bénéfique. Et toi, un petit peu, non? Malheureusement, en fait, c'est surtout le manque de temps la semaine. Enfin, c'est une excuse, hein, parce que je pourrais très bien remplacer un run par une On séance. n'aime pas ça. On n'aime pas ça, Quand tu es un coureur, on En veut fait, courir, c'est ça. Quand Mais c'est pas forcément une bonne stratégie. Ouais. tu rentres de ta journée de travail le soir, tu te dis bon, il faut que je fasse du sport, j'ai pas trop de temps. Ouais, forcément, tu vas privilégier la séance de course, mais c'est vrai que c'est pas forcément un bon calcul. Après, tant qu'il n'y a pas de blessure ou que cette méthode elle te fonctionne, enfin elle fonctionne avec toi, il y a pas de. Moi, j'estime que en fait, le renforcement, tu le fais aussi dans certaines séances un peu naturellement. Quand tu fais des gammes avant ta séance VMA, des montées de genoux, des talons-fesses, que tu fais des côtes, forcément. Si tu intègres un peu de côte. Voilà. Mais tu peux quand même plus gagner en rajoutant. Tu vas aller un peu plus loin et tu peux quand même plus gagner, même sur l'économie musculaire. Tu vas moins dégrader du muscle. Ça a quand même beaucoup à gagner, mais c'est sûr qu'on n'aime pas trop le faire. Mais qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce qu'il faut quand même intégrer un peu de PPG, séance côte, même voilà, au poids du corps, hein. Il y a plein d'exercices sympas que tu peux faire au poids du corps et qui peuvent être intéressants. Je vais aller à contre-courant de tout ce que les gens ont entendu sur ce podcast depuis des années. Là, justement, en plus, je vais aller dans ton sens, Juliette, tu verras. Merci. Je trouve personnellement que devoir sacrifier... En fait, la préparation physique doit être au service de l'activité. Et à partir du moment où on sacrifie son activité pour la préparation physique, c'est qu'on a une mauvaise conception, à mon sens encore une fois, de comment est-ce qu'elle doit être intégrée. Donc, soit on arrive à développer une philosophie de la préparation physique où les gens comprennent qu'en fait c'est en plus, mais en tout cas pour moi ça ne devrait jamais être à la place, de la même manière que la préparation physique ne devrait jamais entraver notre plan optimal de course à pied. Si à partir du moment où la préparation physique nous empêche de pratiquer notre activité, c'est que la préparation physique est mal faite. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses en préparation physique. Oui, mais dans les livres, on voit beaucoup de choses, trucs de force, de machin. Et en fait, dans les faits, on voit que les gens n'ont pas la technique, les gens ne peuvent pas prendre lourd, les gens ci, les gens ça. Et en fait, dans les faits, on ne peut pas faire grand-chose. Donc, une fois qu'on a ça en place, je sais que les gens sont... Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Mais non, je le pense réellement. Et par exemple, en triathlon, où les volumes sont stratosphériques, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a très très peu d'athlètes de haut niveau. Oui, mais après, tu as du vélo, tu as la natation. Est-ce que c'est parce que peu le font qu'il ne faut pas le faire? C'est pas ça que je veux dire. Mais d'ailleurs, très souvent, quand il y a des... En fait, ils vont l'intégrer en prévention de blessures ou des choses comme ça. Ouais, ou l'hiver surtout. Qui est le niveau 1 de la préparation physique, on va pas se mentir. Mais pour les coureurs amateurs,
je trouve que l'intégrer comme tu le fais, c'est vachement bien parce que tu dégrades pas ton entraînement en tant que tel et tu essaies de l'intégrer intelligemment pour pas que ça te prenne trop de temps. En plus, tu es déjà échauffé, donc tu es déjà dans le truc. Est-ce que c'est aussi optimal que si tu avais une séance à part? Très sûrement que non, mais en fait, c'est optimal parce que tu le fais. Alors que si tu le faisais pas comme ça, tu le ferais pas. Donc c'est là où la notion d'optimisation peut varier. Une fois qu'on a dit ça, je pense que d'un point de vue sanitaire, c'est toujours intéressant de rappeler que si on regarde n'importe quelle préconisation, que ce soit du collège cardiaque américain de la santé ou des choses comme ça, l'OMS, ils préconisent de l'activité d'endurance et de l'activité de force. C'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux. Donc même pour le commun des mortels, on peut le vendre d'un point de vue performance parce que ça vend toujours plus de rêves que d'un point de vue santé. Mais d'un point de vue santé, avoir une activité de force que représente la préparation physique, d'un point de vue santé, c'est primordial. Donc on peut partir aussi du principe que si on est en meilleure santé mieux sera la performance et la longévité dans le sport. Et on sait qu'en course à pied, plus on dure, mieux c'est. Oui, après on voit on parlait aussi de l'entraînement croisé ou ce genre de choses, on voit que Kenya, Éthiopie, ils font pas beaucoup de... Quoique l'Éthiopie quand même... Tu m'as envoyé une petite story avec Eliud qui faisait du vélo. Quoique l'Éthiopie, ils ont quand même bien mixé sur le renforcement musculaire et puis ils ont des gammes qui sont extrêmement physiques et pour le coup, c'est vraiment c'est presque de la muscu. Ouais. Après, c'est assez... Moi là où je te rejoins, c'est que souvent c'est mal fait, c'est-à-dire que tiens, tu vas faire un peu de renforcement musculaire, tu vas dans une salle, tu vas avoir un coach sportif dans la salle, les coachs sportifs vont te faire tout ce qui est hypertrophie musculaire, tu vois, c'est plutôt et c'est pas les bons exercices pour la course à pied. Donc si tu es un préparateur physique spécialisé à l'INSEP où tu vas aller, où le mec il va vraiment te faire travailler les muscles qu'il faut sur les bons mouvements, qui va s'occuper du transfert, c'est très bien. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir le faire quand je m'entraînais avec Fred et j'ai fait clairement ma meilleure saison même en cross. J'ai jamais été un bon crossman, j'ai rien changé à part la muscu, j'ai gagné même au LIFA, j'ai fait ma meilleure saison. Est-ce que c'est ça ou pas? C'est difficile à dire. Mais j'ai vraiment vu un gain qui était hyper intéressant. Et comment est-ce que tu l'as intégré? C'est ça la question. Comment est-ce que tu as fini par l'intégrer? Est-ce que ça a pris la place de quelque chose? Non. En fait, ça t'empêchait de faire? Non, en fait, je faisais pas mal chez moi en poids du corps. Et après, je le faisais le dimanche matin tôt avant la sortie longue. Et après, j'enchaînais avec la sortie longue. Tu vois, donc par contre, il faut pouvoir aussi, parce que c'est pas évident, hein, quand tu as tapé 2 heures de muscu, tu enchaînes après avec au Bois de Boulogne, Saint-Cloud, tu vas taper tout le. Voilà, mais par contre, c'est clair que derrière, j'ai fait ma meilleure. Et puis tu t'affûtes au niveau affûtage, c'était assez incroyable. Par contre, je l'ai fait une fois, je l'ai pas refait parce que ça demande un tel investissement que c'est plus compliqué. Et j'avais un peu négligé ça sur ma prépa marathon et je pense que ça avait été une erreur. Mais voilà, parce que j'avais la chance d'avoir quelqu'un qui était spécialisé sur ça et qui est. Voilà, mais c'est intéressant en tout cas d'avoir ton avis. Ça fait déjà pas mal de temps qu'on est ensemble. Ouais. Tristan, si on va recevoir dans quelques instants Manu du site OneRun. Il va nous parler justement un peu des chaussures de compétition, quelle différence c'est avec la chaussure traditionnelle. Il va nous recommander 2 chaussures vraiment top pour le semi. Mais avant ça, avant de le recevoir, si on doit synthétiser un peu tout ce qu'on s'est dit. Voilà. Les éléments clés sur la prépa semi, toute ta vision et quelques voilà. Alors sur la préparation semi, de manière générale, rappelez que je pense que tout le monde ici, on est d'accord pour se dire que c'est l'un des formats les plus polyvalents et sur lesquels les gens prennent beaucoup de plaisir. Ni trop rapide comme le 10 où ça nous met vite, comme tu as dit, ça nous pend vite. Ça nous pend vite, on est vite pendu. On est vite pendu. Et le marathon où pour le coup, là, c'est vraiment très très long. Donc voilà, une bonne polyvalence. Et après, si je dois résumer un petit peu pendant la préparation, si jamais on ne commence pas de zéro, la préparation spécifique peut durer, ça peut être assez courte, 8, 9, 10 semaines, mais en tout cas bien respecter 2 principes, progressivité et de plus en plus spécifique. Donc voilà, tu appliques ça, que ça soit vis-à-vis des séances intenses, vis-à-vis de l'allure de course ou vis-à-vis des sorties longues, et normalement, t'es pas mal. Merci beaucoup Juliette, merci beaucoup Pierre pour bonne récupération pour vos témoignages. Je disais, on va recevoir dans quelques instants Manu du site OneRun. Petit aparté, juste avant, si vous me permettez, juste avant d'accueillir Manu, parce qu'on a reçu beaucoup de messages. C'est un message qu'on reçoit de manière assez récurrente pour toutes celles et ceux qui nous écoutent avec un iPhone sur Apple Podcast. Alors, ça va pas forcément intéresser les autres, mais pour celles et ceux qui nous écoutent sur Apple Podcast, vous êtes nombreux à nous écrire pour nous dire que malheureusement, les épisodes ne sont pas rangés
par ordre chronologique. Donc vous avez le plus ancien au plus nouveau. Donc il faut à chaque fois scroller pour pouvoir accéder au dernier épisode. Eh bien sachez que vous pouvez faire un réglage. Je le dis parce que vraiment c'est le message qu'on reçoit le plus et je me suis dit il faut que je le dise. Vous allez sur la page dans la tête d'un coureur sur Apple Podcast. En haut à droite, vous allez voir 3 petits points. Ensuite, vous cliquez sur 3 petits points. Ensuite, réglage. Et ensuite, dans réglage, vous choisissez du plus récent au plus vieux. Et voilà, le tour est joué. Petite parenthèse étant faite, Tristan, je te propose qu'on accueille Manu du site One Run qui malheureusement n'est pas présent à Boulogne avec nous, tout simplement parce qu'il avait quelques impératifs, mais il est en duplex. Manu, comment ça va? Est-ce que tu nous entends? Salut Guillaume, et merci pour la petite astuce Apple Podcast parce que je ne connaissais pas et donc du coup je viens de faire le réglage en direct en t'écoutant. Donc moi aussi je pestais. Donc super la petite astuce, tu vois, finalement on les utilise tout le temps et puis on connaît pas les petits réglages fins qu'on peut faire des fois. Bon, bah tant mieux. Alors écoute Manu, je sais que tu as suivi l'épisode et donc tu n'es pas sans savoir qu'aujourd'hui on s'est intéressé au semi-marathon et comment est-ce qu'on peut battre son record sur semi-marathon. Est-ce que tu as déjà fait des semis toi? C'est quoi ton record? Ouais, alors j'ai fait quelques semis. Je réfléchissais justement cette semaine avec des copains pour savoir mais quand est-ce qu'on avait fait un semi la dernière fois. Et le dernier que j'ai fait, c'était il y a 5 ans. C'était en préparation du marathon de Paris et c'était le semi-marathon de Paris. Ça date un petit peu. Bon, bah écoute, en tout cas, maintenant avec cet épisode-là, tu as toutes les connaissances en main pour pouvoir t'y entraîner sérieusement. Alors, tu vas aussi nous aider à aider nos auditeurs et auditrices à battre leur record, puisque du coup, tu nous as sélectionné 3 paires de chaussures parfaites pour courir le semi-marathon. Est-ce que c'est des chaussures de compétition que tu nous proposes ou il y a aussi des chaussures compétition entraînement? Alors, c'est pas 3, c'est 2 que j'ai choisi et c'est des chaussures alors qu'on peut utiliser sur des séances rapides et puis éventuellement sur certaines séances spécifiques mais ouais, c'est plutôt des chaussures qu'il faudra utiliser le jour J pour avoir le petit truc en plus. Alors, est-ce que tu peux déjà, avant de nous présenter ta sélection, nous parler un petit peu de la différence entre une chaussure de compétition et une chaussure d'entraînement? Parce que pas tout le monde aujourd'hui a ce type de chaussures, parce que déjà ça représente un coût et on n'en voit pas forcément l'utilité. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu les spécificités d'une chaussure de compétition et pourquoi finalement c'est des chaussures qui sont vraiment faites pour la compète? Alors, je dirais que ça, le paradigme a un peu changé par rapport à il y a une dizaine d'années. Et c'est vrai qu'il y a une dizaine d'années, quand on avait une chaussure pour le jour J, en général, c'était des chaussures c'était des chaussures extrêmement légères avec très peu d'amorti. Vraiment, c'était des chaussures qui potentiellement, on savait que le lendemain, ça allait être un peu plus difficile. Donc, en fait, il y a eu quand même un changement avec les nouvelles semelles. Là, c'est que maintenant, vous avez vu, quand on prend une Adios d'Adidas d'il y a une dizaine d'années et une Adios maintenant, vous voyez qu'il y a la semelle est un peu plus conséquente. Et donc vraiment, il y a eu l'idée, c'est de garder un poids minimum. Et maintenant, on arrive quand même à faire des semelles qui ont un bon amorti avec un bon renvoi d'énergie, tout en ayant un poids assez léger. Donc c'est vraiment cette histoire de gain de poids, c'est-à-dire que vous pouvez vous entraîner avec une chaussure qui va faire dans les 300 grammes et puis avoir un maximum de confort et du coup réduire un petit peu les courbatures le lendemain, gagner sur ça et puis vraiment le jour J, prendre la chaussure qui va être ultra légère, va vous donner un maximum de renvoi et puis bon, les courbatures seront peut-être un peu plus conséquentes le lendemain. Du coup, tu nous as choisi 2 chaussures. Quelle est la première chaussure, Manu? J'ai hâte de la connaître. Alors, la chaussure, je lui dois beaucoup puisque la version précédente, c'est avec elle que j'ai battu mon record sur marathon en ayant fait un excellent premier semi-marathon. Donc, du coup, c'est l'Adios Pro 3 qui vient de sortir en version 3. Donc, moi, j'ai eu la chance d'avoir les 3 modèles, version 1, version 2, version 3. Et on voit vraiment qu'il y a énormément de travail des équipes. Et puis voilà, il y a plein de petits détails. Alors je veux pas rentrer dans tout ce qui a été fait, mais vraiment il y a vraiment une progression très intéressante. C'est pas juste un changement de couleur et un changement de design. On voit vraiment qu'il y a des découpes de semelles, il y a des changements de matière, etc. Donc c'est très intéressant. Là la semelle, alors l'Adios Pro 3, elle est un peu plus haut de gamme que celle que je vous présenterai après, et là cette fameuse mousse, donc Lightstrike Pro chez Adidas.
C'est cette fameuse mousse nouvelle génération. Et la semelle est entièrement dans cette mousse. Donc, c'est une mousse qui est effectivement, qui a un bon amorti et puis un bon retour d'énergie, mais effectivement, elle est plus chère à produire. Donc, le modèle, on va dire, un peu plus accessible, ça va être la Boston 11. Et la Boston 11, elles ont toutes les deux non pas une plaque de carbone, mais des tiges de carbone. Hein. Chez Adidas, on a pris l'option non pas de mettre une plaque complète, mais de mettre des tiges un peu à l'image des métatarses du pied. Hein. On a des tiges quasiment sous chaque doigt de pied tout au long de la chaussure. Donc la Boston, elle va avoir ces fameuses tiges, et elle va avoir seulement une partie de la semelle qui sera en Light Strike Pro. Donc en gros, il y aura un mix de Light Strike, qui est une mousse un peu plus standard, et de Light Strike Pro. Donc voilà, donc la Boston 11, elle va être pour un 43, on est aux alentours de 280 grammes. Là où la Dios Pro 3, elle va être aux alentours de 220 grammes, hein, je les ai mesurés. Ensuite, les différences qu'on peut avoir encore, c'est que la semelle d'usure qui donne le grip est un peu plus épaisse sur la Boston 11, donc on aura là il y a plus de crans. Si le sol est un peu humide, peut-être qu'on aura un peu plus de grip sur la Boston 11. Par contre, la Dios Pro 3, elle est vraiment en mode, on va dire Formule 1, c'est-à-dire que c'est du slick. Et c'est une bande très de grip continentale, mais en version lisse. Donc quand il pleut, on peut glisser un peu. Un petit peu, ouais. Ça va dépendre. En fait, pas forcément, mais ça va dépendre des fois si vous passez sur un bitume. Je dirais que c'est quasiment assez idéal. Mais quand vous allez rentrer sur, des fois, on passe sur des dalles en béton ou des choses comme ça avec des petits cailloux incrustés dans le béton. Des fois, ça, c'est pas l'idéal en termes d'adhérence. Les prix de ces chaussures, Manu ? Alors, la Dios Pro, en fonction des coloris, bien sûr, on va être entre 200 et 250 euros, sachant que le prix max, enfin le fameux prix public conseillé, il est à 250 euros. Donc, vous arriverez à trouver des modèles. Alors, je crois qu'il y a un noir et vert qui est assez sympa, qui est aux alentours de 210 euros pour le Black Friday chez Iron. Donc, pareil, les prix que je vous donne, ils sont valables ce week-end parce qu'il y a le Black Friday, puis j'ai fait le relevé dès vendredi matin. Et puis, il va y avoir des modifications après le Black Friday. Donc, ne prenez pas, mais les prix ne sont pas gravés dans le marbre. Donc, sur iron.fr, on a toujours des bons prix. Voilà. Et puis, la Boston, par contre, elle est très intéressante parce qu'il y a des Boston 11 qui sont, je crois, 115 euros. Merci beaucoup Manu pour cette présentation. Adidas qui revient quand même, j'ai l'impression qu'il revient un peu en force là sur les chaussures de compétition. C'est vrai que c'est un marché qui avait été pas mal dominé par Nike pendant quelques années. Mais là, on voit que Adidas, ASICS aussi revient fort. En tout cas, il y a une diversité aujourd'hui des produits de très bonne qualité, très performants. Et donc, on a pas mal le choix là. C'est pas mal. Manu, je crois maintenant que tu vas nous parler de Garmin, d'une montre qui est très pratique quand on pratique l'entraînement de fond, parce qu'il faut calculer ses allures. On en a parlé tout à l'heure avec Tristan. De quel modèle tu vas nous parler ? Ouais, alors du coup, je me suis dit, tiens, quand même, pour profiter pleinement des conseils de Tristan, je pense que le passage par la montre est obligatoire. Hein. Je pense que l'époque où on avait une montre avec un chronomètre en secondes et puis on regarde, on est sur la piste et puis on regarde le temps qu'on a fait sur un tour et puis maintenant faut quand même vivre avec son temps. C'est vrai qu'il y a eu une époque où ce genre de produit était un peu cher et puis bon, c'était pas à la portée de tout le monde. Là, je vous ai choisi la Garmin Forerunner 745. Alors, qui est en prix Black Friday, donc jusqu'à la fin du Black Friday, elle est à 279 euros chez Iron au lieu de 499. Donc, c'est quasiment presque un 50%. Donc, c'est vraiment très intéressant. Et je trouve que le rapport prix et fonctionnalité est vraiment optimal pour effectivement des gens qui s'intéressent, on va dire, à faire de 10 km semi-marathon et puis marathon. Franchement, c'est un produit qui est assez léger, qui passe partout. Donc, alors je vous propose de découvrir 2-3 petites fonctions qui sont intéressantes sur ce type de montre. Déjà, effectivement, vous allez pouvoir
enregistrer l'intégralité de votre plan d'entraînement. Et donc, sur chaque séance, vous allez pouvoir programmer dans le détail de la séance du fractionné court, du fractionné long. Et vous allez plus avoir besoin même pas besoin d'aller sur la piste pour faire des 400 mètres. Parce que finalement, avec le GPS, la montre, elle va calculer vos 400 mètres. Et à la fin des 400 mètres, quand vous aurez bouclé, elle va biper. Donc ça, c'est valable sur les temps, bien sûr, et donc sur les distances. À côté de ça, vous allez pouvoir mettre des plages d'allure. C'est-à-dire que quand votre entraîneur va vous dire « il faut que vous me fassiez des 400 mètres, je sais pas, entre 3,20 et 3,40 du kilo », vous allez pouvoir programmer dans la montre, lui dire « je fais des 400 mètres avec une allure entre 3,20 et 3,40 ». Et quand elle va vous dire « c'est parti, on lance la séquence ». Et quand vous allez être trop rapide, elle va biper pour vous dire « ralentis un petit peu ». Et au-dessus de 3,40, pareil, elle va vous biper en disant « ah, là, t'es un peu en dehors de la plage et il faudrait que tu accélères un petit peu si tant est que tu puisses le faire ». Donc voilà, ça c'est une fonctionnalité intéressante. Et la dernière fonctionnalité, qui est une fonctionnalité, je trouve vraiment super intéressante pour le jour J, ça s'appelle Pace Pro. Alors l'idée, elle est très simple, c'est-à-dire que vous allez prendre le tracé de l'épreuve, donc le tracé du semi-marathon de Boulogne que vous allez trouver en format GPX sur Internet. Vous allez l'insérer dans l'application Garmin et ensuite, vous allez faire ce qu'on appelle une stratégie de course. C'est-à-dire que vous allez dire, voilà, je vais courir sur tel parcours et je veux faire 1h25 par exemple. Et vous allez lui dire, donc, je fais 1h25. Donc, soit vous changez rien et il va vous faire une allure constante, mais qui tiendra compte quand même des dénivelés. Voilà, c'est ça. Et vous pouvez après régler la pente. C'est-à-dire, si vous voulez travailler en négative split, vous pouvez changer un petit peu la pente et vous dire que vous allez accélérer sur la fin. Pareil, si vous vous dites, je suis peut-être pas trop entraîné et puis je vais peut-être plutôt partir un petit peu plus vite et puis avec l'érosion et la fatigue, je me laisse un peu plus de marge sur la fin du semi, vous allez pouvoir mettre la pente dans l'autre sens, c'est-à-dire un peu plus rapide au début, un peu moins rapide à la fin. Et en fait, la montre, en fonction de tous ces paramètres, en fonction du dénivelé à la hausse ou à la baisse, dans les descentes, il va vous faire une feuille de route et il va vous donner pour chaque kilomètre un petit peu combien vous devez faire au kilomètre. Et en plus, donc, il va vous pouvoir, en permanence, vous allez savoir si vous êtes en avance ou en retard par rapport à votre objectif. Merci infiniment, Manu. On se retrouve dès lundi prochain puisque on sera sur la Saint-Élion. On va enchaîner là les courses juste avant la fin d'année. C'est une course, c'est une course exceptionnelle. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, que ce soit sur TikTok et surtout sur Instagram pour suivre nos stories. Puisque croyez-moi, on va vous faire vivre ça de l'intérieur et on va vous partager toutes les émotions qu'on vit sur cette course, qui reste un mystère pour moi, parce que courir la nuit entre Saint-Étienne et Lyon dans le froid, je comprends pas encore comment est-ce qu'on peut tant aimer cette course. Pourtant, c'est une course qui est mythique. Donc, on va essayer de savoir qu'est-ce que les gens aiment tant dans cette course, qui sur le papier, n'a pas forcément grand-chose. Mais on va percer le secret. Je suis sûr qu'on va voir de belles images. Merci beaucoup, Manu. À la semaine prochaine. Ciao. Cette émission vous a été proposée par Iron.fr, spécialiste running, trail et fitness sur Internet.